politique vu sous des angles différents. Acteurs politiques et journalistes ont leur compréhension des faits politiques. Nous avons la plus grande richesse qui constitue les ressources humaines. Les gens croient que le monde va continuer comme avant. Non. Est-ce que je disais tantôt? C'est ça qui est un peu dangereux. On fait ça pour les beaux yeux de l'extérieur. Il n'y a pas l'institut de contrôle dont on nous a parlé. Chacun fait ce qu'il veut. Ici, dans Point de vue, chacun affirme et argumente. Le Togo est le premier pays à... Malheureusement, on n'a pas l'internet qui marche très bien. Oui, ça c'est un autre débat. On dira que c'est une bonne mesure sociale. Chacun a son point de vue. Les gens vont dire, mais nous sommes sur quelle planète? C'est un bras de fer qui n'arrange personne. Il faut mettre fin à la récréation. Taper du poing sur la table. Les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 11h, retrouvez Mathieu Mouzou qui parcourt également avec vous la une des journaux. Zéphyr. Vous écoutez Zéphyr. Il est 10h. Point de vue. Mathieu Mouzou. Bonjour à toutes et à tous, fidèles de l'émission Point de vue, bienvenue. Monsieur Laurent Laté-Lonson, le premier secrétaire du Parti social-démocrate, premier secrétaire général du comité togolais pour la survie de la démocratie, est l'invité de cette émission aujourd'hui. Plusieurs sujets à évoquer avec lui. La célébration des fêtes de fin d'année, la vie chère, l'impact des mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. Jean-Claude Bakali, directeur de publication du journal Afrique Express et du site d'information afriquenews.info, va m'aider à poser des questions à notre invité. Roger Telou est à la mise en onde, je suis Mathieu Mouzou à la présentation. Celebration across the nation. Zéphyr Station, you're my best. 92.3. Merci encore une fois d'être dans cette émission. Monsieur Laurent Laté-Lonson est avec nous en studio. C'est le président, le premier secrétaire du Parti social-démocrate, premier secrétaire général du comité togolais pour la survie de la démocratie. Monsieur Laurent Laté-Lonson, bonjour. Bonjour Mathieu Mouzou. Merci d'être avec nous ce matin. Comme d'habitude. Oui. À chaque fois que vous êtes au pays, vous faites ce plaisir-là. C'est ça. Et je vous remercie aussi de toujours penser à moi. Merci beaucoup. Ouais, c'est très important. De partager vos idées. Partager avec les nous. idées avec vous et Bien avec sûr. la population togolaise surtout. Bien sûr. Merci. Jean-Claude Bakali, bonjour. Oui, bonjour mon cher ami, bonjour auditrices et auditeurs de la radio Zéphyr, bonjour à l'invité. Yeah. Et vous me permettrez de souhaiter, c'est vrai que c'est déjà passé, mais de souhaiter encore une fois joyeux Noël au peuple Nous ne sommes qu'au lendemain, c'est normal. Voilà, justement, la communauté chrétienne de par le monde a célébré la fête de la Nativité hier, dimanche 25 décembre. Alors d'abord, comment la fête s'est passée dans la capitale? Je suis sûr que votre rédaction Afrique Express a fait au moins un tour à Lomé. Oui, bien évidemment, non seulement à Lomé, nous avons quelques confrères avec qui nous collaborons à l'intérieur. Nous avons essayé de prendre un tout petit peu le pouls de cette fête-là. Mais d'une manière globale, on peut dire que la fête n'a pas été au rendez-vous comme les autres années. C'est vrai que les 2 dernières années, il y avait cette fête-là a été célébrée sous le signe de la lutte contre la Covid. Mais cette année, qui aurait dû, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que la maladie n'est pas totalement finie, mais qui aurait dû d'une manière ou d'une autre, se faire sentir. On a juste constaté que les gens, pour le moment, c'est pas ça. Nous espérons que peut-être avec la nouvelle année, le nouvel an, ça va
être beaucoup plus mieux. Mais d'une manière générale, on peut dire que la vie chère, l'inflation, tout ça sont passés par là. Ce qui fait que ce n'était pas vraiment la grande fête des Noël comme que nous avons l'habitude de voir. C'est vrai que c'est compliqué. Mais Jean-Claude, le chef de l'État, encore une fois, a rendu heureux les enfants du personnel de la présidence de la République en leur offrant, comme d'habitude, des cadeaux et des kits de vivre à l'approche des fêtes de fin d'année. C'était fait vendredi. Alors, on va dire, c'est un geste d'humanisme. Il a semé quand même la joie dans le cœur des enfants. Oui, je crois que c'est assez intéressant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est pas permis à tout le monde d'avoir la chance de rencontrer un chef d'État. Alors, si ces enfants-là ont eu cette chance-là, je crois que c'est une très bonne chose. Il faut l'encourager. Il y a même dans les sociétés, les DG qui organisent de telles ces rencontres-là. Donc, je crois que c'était dans l'ordre normal que le chef de l'État accepta recevoir les enfants de son personnel. Et je crois que c'est à encourager. Bon, maintenant, on a vu sur les réseaux sociaux certaines personnes qui trouvent que c'était pas bien, qu'il aurait, en le faisant, c'est comme s'il a abandonné d'autres enfants. Non, je crois que ce n'était pas, l'idée n'est pas cela. Et la preuve, pendant qu'il recevait les enfants de son personnel, il y avait d'autres acteurs qui étaient sur le terrain, qui également étaient aux côtés des enfants des autres. Donc je crois que ce sont des actes à encourager, que ce soit les chefs de partis politiques, que ce soit les chefs de société, il faut les encourager à mener de ces actes-là pour se rapprocher davantage de la population. C'est vrai que le chef de l'État ne peut pas tout faire, mais les uns les autres souhaitent que cela s'étende à d'autres couilles socio-professionnelles, surtout que c'est le premier responsable. C'est le papa. Bien évidemment. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une année où il n'était pas personnellement aux côtés de ces enfants-là. Et également, on avait critiqué que pourquoi, en tant que chef de l'État, il n'a pas accepté, assisté à cette rencontre-là avec les enfants de son personnel. Et aujourd'hui, il le fait. Puis, vous voyez que quand on est un acteur public, on est sujet à des critiques à tout moment. Donc, il faut s'attendre à ça. Est-ce que je peux intervenir? Oui, monsieur Laurent Laté-Lonson, justement, on devait vous donner la parole pour voir, vous avez vu un peu les Togolais célébrer la Noël hier, tout au moins autour de vous. Comment avez-vous trouvé l'ambiance? Oui, merci beaucoup. Je ne suis pas sorti du tout de la maison. Ça, il faut le dire, je suis resté chez moi toute la journée. La veille, j'étais occupé, mais toute la journée d'hier, je suis resté à la maison. Je ne pense pas que la fête vraiment a eu lieu. Parce que s'il y a vraiment fête, même quand on ne sort pas, on sent qu'il y a vraiment une fête. Vous savez, il y a plusieurs Togolais. Quand je veux classifier les Togolais, nous avons les Togolais hyper riches, qui n'ont rien senti, qui ont encore mangé du caviar, ils ont pété les champagnes, et ils ont tout fait. Leurs enfants, bien mangé, gai, à table, fourchette et tout. C'est normal. Nous avons des Togolais riches. Je dis hyper riches et les riches. Les riches aussi, bon, ils ont bien fêté. Nous avons maintenant les Togolais moyens qui ont pu quand même faire des vêtements à leurs enfants, des chaussures, ils sont sortis, allez. Maintenant, il y a les Togolais pauvres. Les Togolais pauvres, je ne pense pas qu'il y a des enfants qui ont pu manger hier. Je ne suis pas sûr. Si même ils ont pu manger du riz, certains qui ont pu manger du riz, c'est avec force. Parce qu'il y en a plein dans les rues qui commandent de l'argent pour pouvoir se satisfaire. Tout à l'heure ce matin, j'en ai vu et j'ai dû quand même remettre de l'argent à la dame qui a son bébé derrière pour au moins acheter de bouillie pour son enfant. Alors, donc, quelque part, quand on me dit que les Togolais ont fêté, les Togolais n'ont pas fêté. Oui, il y a des Togolais qui ont fêté. Cette architecture de la société que vous avez donnée, elle existe partout. Je m'excuse. Elle existe partout, mais pas partout. C'est-à-dire que, vous savez, si il y a le vrai social qui fait que tout le monde a le minimum vital, les hyper riches mangent tout ce qu'ils veulent, les riches, bien sûr, les moyens, bien sûr. Quand nous voulons parler des pauvres, c'est-à-dire c'est des gens qui ont bien mangé aussi à la maison, mais qui n'ont pas pu acheter du champagne, ou bien qui n'ont pas pu acheter le même, ou bien la qualité du vin
que l'autre il a acheté à 12 000 francs la bouteille ou 25 000 francs la bouteille pour boire. Je sais ce que je dis. C'est comme ça. Dans tout pays, il y a des pauvres. Mais quand on veut parler des pauvres, c'est quelqu'un peut-être qui va avoir une voiture qui n'en a pas. C'est quelqu'un qui va avoir un vélo à moteur qui n'en a pas. Lui, je suis pauvre parce que je ne peux pas m'acheter un vélo à moteur. Mais remplir le ventre, tout le monde, sans exception, sont appelés à remplir le ventre. C'est très important. Oui, à ce niveau, Monsieur le Président, est-ce que c'est pas là que la solidarité doit jouer? Parce que celui qui en a, les plus riches dont vous parlez, les riches dont vous parlez, si eux ici, ils répercutent un peu leur richesse sur les pauvres, est-ce que tout le monde... Non, mais oui, bien sûr. S'il y a par exemple des fondations, des associations qui en ont et qui vont aller au secours de ces enfants-là, c'est OK. Mais quand il y a un bon salaire, quand il y a un bon SMIC, quand on pense à ce retraité qui n'a même pas de retraite, c'est-à-dire à qui n'a pas de salaire de retraite, hein, à qui on ne paie rien du tout, nous avons les bonnes dames du marché qui ont des enfants et qui n'ont rien. Comment est-ce que vous pensez que on peut avoir cette solidarité? Si même moi je vais être solidaire n'importe comment, je peux être solidaire envers tous les Togolais ou envers combien de nombre de Togolais? C'est la responsabilité de l'État d'être solidaire envers toute la population. Et c'est pour cela que nous parlons de la justice sociale. La justice sociale dit que tout être vivant sur un territoire doit avoir de quoi nourrir son auguste personne. Bon, maintenant, c'est là où il faut savoir dispatcher nos ressources. C'est très important. Nous allons aller plus loin parce que je sais qu'il y a des questions que je dois répondre. On peut même vous allez me poser des questions. Oui. Alors, donc, si par exemple, nous prenons les bonnes dames du marché, nous prenons les vulgarisateurs, ceux-là qui mettent... Si eux, ils ne sont pas là, vous avez le problème de l'aide. Bon, alors... Ces gens-là n'ont pas besoin de manger, leurs enfants n'en ont pas besoin. Est-ce qu'ils ont des retraites? Comment le paie des retraites? Alors, moi, je me dis, il serait quand même une bonne chose qu'on essaye de bien gérer l'économie de ce pays, de sorte que tous ceux-là, à la fin du mois, qu'on leur trouve de quoi nourrir leur auguste personne. Et maintenant, j'aurais appris que le chef de l'État a fait un geste envers les enfants. Ouais, des cadeaux, des kits alimentaires, tout ça. Il le fait chaque année. À quels sont ces enfants? Aux enfants des fonctionnaires de la présidence de la République. Voilà, ça c'est normal. Ça, moi aussi je le fais. Si j'ai les moyens. Je crois que Jean-Claude l'a dit. Voilà. Même les responsables de société le font. Voilà. Ce matin même, j'ai reçu déjà la responsable qui me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc, ça veut dire que si même c'est une bouteille de bière, c'est quelque chose pour les fonctionnaires de son truc-là. Mais, et ceux-là qui ne sont pas nos fonctionnaires, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le problème. Est-ce que c'est tout le monde qui peut travailler à la présidence? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui peut travailler chez moi? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui peut travailler chez l'autre? Non. Mais il faut quand même que la population togolaise, les enfants sont des enfants. Tous les enfants sont des Togolais. Il n'y a pas des enfants à part, des enfants togolais à part et des enfants... Donc, tous les enfants du Togo sont nos enfants. Je pense que nous devons réfléchir d'une façon ou d'une autre, de façon à satisfaire nos enfants. Parce que demain, c'est demain. Quand j'ai vu la dame dont je parlais tout à l'heure, je disais dans la voiture à ceux qui sont dans la voiture avec moi, que l'enfant qu'elle porte sur le dos peut devenir quelque chose demain. Bien sûr. Évidemment. Voilà, c'est pour cela qu'il ne faut pas oublier que ces enfants sont importants. Et ce que j'aurais souhaité, c'est que quand cet enfant va grandir, il faut que l'enfant dise « j'ai souffert ». Ma maman va aller au bord des goudrons pour trouver de quoi me nourrir. Maintenant, est-ce que moi, je ne vais pas m'occuper aussi des autres? Sinon, il y en a beaucoup qui disent « j'ai souffert ». Alors il faut que l'autre aussi souffre. Est-ce que vous avez une question pour le président par rapport à... Monsieur le président, vu vos développements, nous pensons que c'est l'idéal auquel on peut espérer un jour atteindre. Maintenant, en tant que président ou secrétaire, premier secrétaire d'un parti, quelles sont vos propositions afin que nous puissions tendre vers cet idéal-là? Non, mais nos propositions, d'abord, c'est de tout faire pour gérer bien notre économie et de penser
à la population, faire la politique en sorte que tout le monde puisse avoir de quoi nourrir son auguste personne. Je dis, c'est une question de volonté. Si ce pays peut avoir la vraie volonté, c'est pour cela que quand nous allons rentrer dans l'histoire de la lettre ouverte au chef de l'État, je parlerai. Parce que quand on n'a pas la volonté, on ne peut pas le faire. Et la volonté, comment c'est vrai, nous avons un président de la République qui ne peut pas être au four moulin, qui ne peut être partout. Jamais. Il ne peut que rester là où il est. Et s'il bouge tout de suite, il n'est plus là où il était. Donc il va quelque part d'autre. Donc, c'est pour cela qu'il a les ministres, les directeurs de cabinet, et on descend jusqu'au dernier clerc. Alors, ce sont ceux-là qui doivent agir en sorte que le chef de l'État puisse résoudre les problèmes que nous avons. La façon, c'est pour cela que je ne peux jamais faire des propositions seules pour résoudre le problème togolais si ce n'est pas une solution d'ensemble. C'est pour cela que je dis souvent, il va falloir que nous jouions un rôle important. Le rôle important, c'est quoi? Nous, les partis politiques, la société civile, le gouvernement, on doit essayer d'écrire un projet commun pour la nation. Un projet de base pour la nation. Et ce projet, que tu sois président, quand tu es élu, tu viens, tu dois suivre à 100% ce projet commun et tu ajoutes ce que toi-même tu penses que tu peux faire pour que ton nom puisse rester. Et ce n'est que dans ce cadre-là. Parce que si moi je vais venir avec le programme Fantasy que je vais avoir, vous dites tout ce que je peux dire, je peux faire ceci, je peux faire cela, c'est moi le Dieu et la terre du Togo, et que le moment venu, vous m'élisez et j'arrive, je suis incapable de rien faire. Mais s'il y a un programme qui est destiné à la nation et que je n'arrive pas à mettre le programme, même en 2 ans, quand vous remarquez, alors s'il faut refaire les élections, il faut refaire les élections. Parce que la vie de l'être humain est très importante. La vie du peuple togolais est très importante. Donc, si moi, par exemple, je vais faire des propositions, j'aurais aimé que ce soit des têtes réunies. Je viens avec des petites propositions, vous venez avec des petites propositions, et puis on va tamiser ces propositions, faire sortir ce qu'on peut, et ça devient. C'est pour cela d'ailleurs que je dis souvent, quand nous faisons le gouvernement, ou bien l'Assemblée nationale, les parlementaires qui sont les majoritaires viennent avec un budget, l'opposition doit avoir son budget. Parce que l'opposition, c'est le problème qu'elle veut résoudre. L'opposition est plus proche de la masse parce que l'opposition lutte pour venir au pouvoir. C'est pour cela que l'opposition fouille dans la masse. Donc l'opposition doit savoir ce qui se passe et faire un budget parallèle. Et quand on prend ce budget parallèle, on regarde les deux budgets et l'opposition dit, nous, on ne vote pas votre budget. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a ça qui manque, parce qu'il y a ça qui manque. Vous allez redresser le budget et nous allons voter. Mais quand moi j'apprends qu'on vote un budget à l'unanimité ou on vote un budget à 85% qui sont dans la salle et tout, ça c'est faux, c'est mauvais. Ça ne se fait pas. Ce que vous dites, monsieur le président, c'est l'idéal, mais est-ce que, regardez un peu nos réalités, est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Oui, regardez un peu, vous avez parlé de l'opposition. Est-ce que ce travail se fait aussi? Mais pourquoi ça se fait pas? Peut-être ce sont les contraintes. Justement, quand nous parlons de l'opposition, vous savez, dans notre pays, nous avons de l'opposition réelle, l'opposition vraie. Et ceux-là qui se disent qu'ils sont les seules oppositions. Et le gouvernement fait aussi ces bêtises-là, en disant que quand nous voulons faire des choses, nous allons chercher ces oppositions vraies. Parce qu'ils ont été aux élections, parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, c'est eux qu'on va chercher, et c'est les mêmes problèmes qui se passent. Vous comprenez? Oh, il y a des gens derrière qui ne sont pas dans ce cadre-là, mais qui sont encore mieux que ceux qui vous invitent. C'est ça des erreurs. C'est ça des erreurs. On ne peut pas dire que c'est parce que vous avez été aux élections, c'est pour cela qu'on vient vous chercher. Mais est-ce que vous êtes les détenteurs des idées du Togo? C'est ça. Et en plus, l'erreur de l'opposition, c'est que nous avons des chefs de file de l'opposition. La dernière fois, on avait un chef de file de l'opposition pendant des années. Honnêtement, sincèrement, moi, je ne pense pas que les chefs de file de l'opposition et celui-là que nous avons actuellement aussi fait son travail. Combien de fois le chef de file de l'opposition a réuni l'opposition pour savoir ou chercher des voies et des solutions. Jamais fait, je ne sais pas si à votre connaissance, il y en a eu. Pas du tout. Est-ce que vous voyez? C'est pas bon. C'est pas bon. Mais vous avez un salaire pour ça ou bien vous avez des traitements pour ça et on vous l'appelle ainsi. Donc, des avantages. Vous devez normalement
Normalement, savoir ce qui se passe, rassembler les autres. On est une centaine de partis politiques. Je suis d'accord que nous sommes... Mais si on s'organise bien, si le chef de file de l'organisation, de l'opposition s'organise très bien, il va rencontrer tout le monde. Je vous assure. En une année, et vous avez 5 ans de pouvoir, vous allez le faire. Et pendant ce temps, vous allez rassembler des idées de l'opposition. Est-ce que vous voyez? Et puis, le chef et l'opposition n'a même pas de journal pour informer les gens. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe dans l'hémicycle là-bas, il faut qu'il commande, il faut que ça sorte. Il faut qu'on nous parle de ça, il faut qu'on lise ces problèmes. Vous approchez le chef de l'opposition, vous êtes de l'opposition, c'est vrai que vous n'êtes pas réglementé, mais lorsque vous arrivez, est-ce que vous cherchez à les rencontrer? Est-ce que vous rencontrez vos camarades de l'opposition pour transmettre ces idées? La question elle est belle. Nous avons par exemple organisé en mai dernier un séminaire à Aneho. Que si vraiment la démocratie et les droits de l'homme sont des viviers pour le développement. Alors, on a invité les partis politiques. Ils ne sont pas arrivés. Mais ils ne sont pas arrivés. Et ils n'ont même pas écrit des lettres pour dire, bon, je ne peux pas venir. Il n'y a que CPP qui est venu et l'UNIR est arrivé. Bien sûr. Et puis on a dit des choses dans la salle. Je vous assure qu'on a dit des choses dans cette salle. Le samedi, le lundi, des solutions sont trouvées. Des solutions sont trouvées. Vous comprenez? Ah oui, parce que le représentant, ou bien les représentants de l'UNI qui étaient dans la salle, ont dû faire des rapports. Et comme ça, les responsables ont entendu, ont écouté, et ils ont pensé que, ah mais oui, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous voyez? Alors, mais nos camarades là, ceux-là que nous pensons qui peuvent venir, et après on peut se retrouver, on ne les retrouve pas. Vous émettez des idées, les gens ne maîtrisent pas les idées, mais ils veulent travailler avec l'idée. J'ai parlé de forum de l'opposition dans ce pays. Bon, il y en a qui veulent faire le forum de l'opposition. Ils ne savent pas comment ça va se faire. Mais moi, c'est moi qui ai l'idée. Je sais ce que je veux de ce forum. Au-delà de ce cadre informel que dont vous venez de parler, la rencontre d'Aneho par exemple, est-ce que vous rencontrez, vous prenez sur vous de rencontrer d'une manière individuelle les responsables des partis politiques afin de les expliquer vos différentes idées? Je nous dis, il n'y a qu'un seul parti que j'ai dû chercher à rencontrer, qui m'a rencontré, mais on a discuté, je n'ai pas vu de porte de sortie. Et les autres partis politiques, même avant, vous savez, il y a l'autre qui est décédé, mais avant, j'ai des cousins quand même, on est de Lawson, je les ai approchés. Si on ne peut pas se retrouver pour faire ci, pour faire ça, mais il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord, venons-en sur... Mais non, vous savez, il y a une chose, je l'ai dit, peut-être que c'est ça qui est le problème. Quand les 14 partis étaient, il y avait le choix de ces 14, j'ai dit ça ne marchera pas. Je l'ai dit sur vos trucs là, ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Et ça n'a pas marché. Peut-être je ne suis pas, c'est-à-dire, je ne suis pas intéressant. Je dis trop la vérité, ou bien je dis ce que je pense que c'est trop. Je dis ça ne marchera pas. Et il y a pire. Tout ce que nous créons comme des organisations pour aller aux élections, ou bien pour lutter contre c'est-à-dire pour aller au pouvoir, pour tout ça, la base est toujours faussée dès le début. Et je suis prêt à le dire et ouvertement s'il y a l'occasion. Ça, c'est normal. Nous sommes en politique. Quand ça ne va pas, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on trouve des solutions pour rectifier ces choses-là. C'est normal. D'accord. Revenons sur le plan social, encore une fois. Est-ce qu'on doit occulter par rapport à tout ce qui arrive? On a dit tout à l'heure que par rapport au fait, ce n'est pas vraiment ça dans la population. Est-ce qu'on va occulter les effets des deux crises que nous traversons, bon, qu'on est en train de traverser justement? Il y a par exemple la Covid-19, il y a aussi la crise. La crise économique. Oui, la crise économique, peut-être qui est en relation avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'on va occulter tout ça là, Monsieur le Président? Bon, je regrette cette guerre de l'Ukraine. C'est dommage. C'est dommage. Je ne veux pas commenter la guerre. Parce que ce n'est pas mon pays qui est en guerre. Bien sûr. Il y a tellement de problèmes dans ce pays qu'on n'arrive pas à résoudre encore et il faut aller parler d'un autre pays qui ne nous concerne pas, sincèrement. Bon, je sais, il y a problème d'essence, il y a problème de gaz, il y a ces petits trucs-là, mais ce n'est pas
la Russie qui vient cultiver de l'igname, le mil, le sorgho, et le maïs chez nous. Bon, il y a ça. Bon, si nous voulons parler de la crise d'essence, bon là, d'accord, parce qu'on l'importe. Mais il y a quand même des trucs de base que nous-mêmes, nous devons être capables de produire et que l'État, je ne sais pas comment ça se passe, doit au fait subventionner et aider les agriculteurs. Et ce qui se fait aussi souvent, c'est quoi? Si même il y a des aides, on choisit ceux-là qu'on veut aider. Et d'autres sont laissés sur le carreau. La crise économique, c'est partout dans le monde. C'est pas seulement au Togo. Et je dis qu'en Europe, c'est encore 2 fois plus de crises qu'au Togo et dans des pays, dans beaucoup de pays d'Afrique. Dans peu de temps, ce serait possible qu'il y ait avoir de délestage en Suède, dans le pays des Blancs. Et on pense que quand il y a délestage ici, on va crier, c'est vrai. Mais si déjà dans ces pays-là, on commence pas à parler de délestage, non, il faut dire que vraiment la crise a un niveau très élevé. Ouais. Alors, maintenant, moi, je pense que l'important, c'est d'investir à partir de maintenant, dans notre agriculture et dans le développement de nos produits. C'est maintenant. Au lieu de mettre des accents sur, c'est vrai, hein, la défense du territoire est une chose à ne même pas du tout je ne discute pas de ça. Je suis pour. Mais il faut aussi revoir ces budgets-là pour dire si même le militaire ne mange pas bien, il ne peut pas s'habiller, hein, il ne peut pas aller à la guerre, il ne peut rien faire. Alors donc de mettre l'accent sur l'investissement agricole. C'est très important. Et c'est ça qui fait développer les pays. Et le pays où, c'est-à-dire la Suède, avait comme produit de base les pommes de terre. Et hier, quand tu manges de pommes de terre, tu es un pauvre. C'est pourquoi tu manges de pommes de terre. Hier en Suède. Mais aujourd'hui, quand je parle d'hier, c'est des années passées. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a plus de riches qui ne mangent pas de pommes de terre. C'est sur toutes les tables, sans exception. Et chaque jour. Est-ce que vous voyez, ce serait la même chose ici chez nous si on essaie d'implémenter, de mettre l'accent sur l'agriculture pour pouvoir... Oui, on a les terres. On a tellement de terres. Maintenant, c'est peut-être parfois, on est obligé de se soumettre aux déshydratats de la nature. C'est ça le vrai problème. Vous savez, quand nous parlons de la nature... il ne pleut pas, il y a problème. Quand nous parlons de la nature en Europe est plus problématique que la nature ici. Mais nous, on a la neige qui se pend partout. Mais vous savez, ces gens-là travaillent dans la neige. Ils travaillent. Il faut ce qu'ils... Mais vous, présentement, il y a la neige, mais les champs sont là. C'est là où on est étonné de dire que Dieu nous a plus donné. Mais on n'arrive pas à l'exploiter. Si je vais parler de Dieu dans mon truc là. Hein, sinon, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut former. Il faut former les gens, il faut former les jeunes. Même aller sur les terrains, les rencontrer. Même ceux qui n'ont pas été à l'école, on peut dans nos propres langues les former et les mettre sur... Et ceux qui vont réussir, vont réussir. Ceux qui vont échouer, on va les trouver d'autres choses. Là, on peut quand même trouver des solutions pour la famine ou bien pour notre crise. La crise togolaise peut être la crise énergétique, mais honnêtement, pas la crise alimentaire. Je regrette. Jean-Claude a une question. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le développement du président par rapport au fait qu'il faut véritablement investir dans le secteur agricole. Parce qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui s'est développé sans passer par le secteur primaire. Et aujourd'hui, comme le président venait de le dire, l'Afrique regorge de la grande majorité des terres arables au monde. Nous avons tout. Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions être indépendants par rapport sur le plan alimentaire. Donc je crois qu'il faudrait... investir davantage dans le secteur agricole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets. Quand vous prenez au Togo, vous avez beaucoup de projets. Vous avez
Même il y a plusieurs projets. Il y avait le Pniaza, tout ça. Oui, ces sous-projets. Malheureusement, des milliards de projets-là n'ont pas encore donné les fruits escomptés. Nous espérons que ceux qui ont en charge ces différents projets-là vont redoubler d'efforts pour que nous puissions véritablement tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Parce que l'objectif premier du PNIASA, qui est devenu aujourd'hui PNIASA, c'est de permettre au Togo d'être autosuffisant sur le plan alimentaire. Donc nous pensons qu'il faut véritablement continuer par investir dans ce secteur primaire. Et je voudrais dire une chose en ce qui concerne les financements de ces projets. C'est vrai, des milliards viennent. Bien sûr. Mais vous achetez des voitures, des 4x4. Vous voyez le nombre de 4x4 qu'on achète dans cette sous-là. Ouais, bien sûr. Et le nombre d'argent, c'est-à-dire qui rentre dans la poche de ces hommes qui travaillent. Et ceux qui vont sur les champs là, qui s'habillent, qui sont en costume ou en boubou et vont dire qu'ils vont dans les champs pour aider les gens et puis mettre la main dans la poche et les regarder et après ils s'en vont. Mais ce qui déverse sur le terrain, l'argent qui déverse, c'est vraiment insignifiant. Et maintenant, on ne peut pas... Moi, j'ai dit à l'Union européenne une fois, je vous le dis, j'ai rencontré un responsable de l'Union européenne et j'étais là. Et on parlait de financement, comment faire pour... Je leur ai dit, je suis désolé, tout ce que vous faites là, vous ne réussirez pas en Afrique, et surtout dans ma région ici, là, jamais. Quand vous donnez l'argent à l'État, c'est plutôt de mettre l'argent à la disposition de la population, mais géré par des personnels responsables qui doivent rendre compte. Et limité. Je serai président de ce pays. Honnêtement, je vais vendre toutes vos 4x4. Je le disais toujours. D'accord. Je vais arrêter tout ça. Parce que l'argent là, c'est de l'argent perdu. On marque une pause, on revient pour la suite. Zéphyr. Il est 10h30. Voilà, pour la suite de cette émission, vous êtes là. Merci beaucoup d'être toujours branchés. Je rappelle que nous sommes avec M. Laurent Laté-Lonson, le premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo, premier secrétaire général du Comité togolais pour la survie de la démocratie, et puis le confrère Jean-Claude Bakali, directeur de publication du journal Afrique Express et du site d'information afriquenews.info. On va parler d'un sujet, Monsieur le Président, avec le confrère, on reviendra pour la suite de notre entretien. Jean-Claude, il y a quelques semaines, le journal Sika révélait des cas de proxénétisme à Sokodé où les confrères écrivaient qu'il y a eu l'exploitation des filles vendues à 500 francs CFA. Nous apprenons que la police a mis la main sur la présumée dame qui se livrait à ce phénomène. Elle serait une maîtresse couturière. Elle utilise justement ses apprentis pour ce commerce. Alors, si elle est reconnue coupable, je crois que c'est des faits qu'il faut punir gravement. Sévèrement. Il faut punir sévèrement. Et je crois qu'il faut, pour une fois, on devrait nous jeter les lauriers, nous les hommes des médias, parce que au-delà du confrère Sika qui a révélé l'information, il y a beaucoup de journaux qui ont relayé l'information, ce qui a d'une manière ou d'une autre entraîné un tollé général dans le pays qui a fait qu'aujourd'hui le procureur s'est saisi de l'affaire qui a permis à l'interpellation de cette dernière-là. Je crois qu'il faut que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il faut frapper fort pour dissuader les potentiels candidats ou ceux qui sont encore tapis dans l'ombre et qui voudraient faire exactement comme elle l'a fait. Donc je crois que la police a fait un très bon travail. Les journalistes également ont fait un très bon travail. Nous espérons qu'à partir de cet instant-là, les autres fois que les journalistes dénonceront certains faits, il faudrait également qu'on parle de cette jurisprudence qu'on a aujourd'hui pour également
le procureur puisse également saisir sur les autres sujets qui seront dénoncés par la presse. Donc, nous félicitons le procureur, nous félicitons la gendarmerie, mais également nous félicitons, nous les journalistes, pour le fait que nous avons contribué véritablement à ce qu'on puisse mettre fin à ce scandale-là, si je peux le dire ainsi. Maintenant, il faudrait également chercher à voir ceux qui ont d'une manière ou d'une autre participé à ce phénomène, parce que comme on le dit, si la fille est vendue à 500 francs, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a proposé ses services pour pouvoir se faire satisfaire. Donc il faudrait si on pouvait remonter toutes ces chaînes-là pour dissuader tout ce beau monde-là, ces personnes véreuses qui contribuent à faire perdurer ces phénomènes-là, je crois que ce serait assez intéressant. Maintenant, au-delà de ça, je crois que j'avais évoqué ce sujet-là sur un autre média. Ça pose également un problème social. Est-ce que ces enfants-là qui ont accepté jouer à ce jeu, est-ce qu'elles avaient les moyens nécessaires? Ça veut dire certainement qu'à un moment donné, il y avait des problèmes quelque part qu'il faut... Je me dis, est-ce qu'elles étaient obligées de faire ce jeu? Est-ce qu'on ne pouvait pas, par exemple, quitter la patronne? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine complicité dans tout ça? Oui, c'est pour ça que je dis, peut-être que d'une manière ou d'une autre, ces filles-là sont complices parce qu'elles sont vulnérables par rapport à leur situation sociale. Donc, ça les a amenées, elles se sont peut-être dit, bon, en le faisant, moi aussi, je vais avoir un peu de retombées. Donc, je crois qu'il faut aller au-delà de l'interpellation de cette dernière-là, aller sur le plan social pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé pour que ces filles-là acceptent de se livrer à ce jeu-là. D'accord. On va avancer. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un petit mot à placer là-dessus? Je pense que je suis très attristé en écoutant tout ça là. Parce que c'est nos soeurs, c'est nos mamans, c'est nos filles. Précisément. Je suis désolé que ce genre de choses se passent. Mais, vous savez, tout ça, c'est la faute de qui? Et c'est la faute de quoi? C'est la pauvreté, c'est la misère. Et en plus, maintenant, c'est le manque de la bonne volonté du social dans notre pays. Si c'est que ces enfants, ces filles avaient d'autres moyens de survivre, je pense que elles n'accepteraient pas. Bien sûr. Et maintenant, ceux qui accepteraient ces jeux, c'est pas vice. Et peut-être veut avoir plus que ce qu'elles ont besoin. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'ont même pas de minimum vital. Mais il faut que ça soit puni. Je suis d'accord avec Claude, il faut que ça soit puni. Je vous tire chapeau. Et il faut continuer, il faut faire plus pour que ces genres de vices s'arrêtent dans notre pays. Merci. Alors, le 19 décembre dernier, vous aviez adressé une lettre ouverte au chef de l'État dans laquelle vous dites avoir constaté lors d'une visite à un parent malade au CHU Campus l'état vétuste des lits au service de cardiologie. Vous avez lancé un SOS au président de la République pour que cet état de choses soit corrigé dans les centres de formation, dans le centre de santé au Togo. Ce que vous avez vu vous a vraiment touché lorsqu'on lit un peu votre lettre ouverte. Merci. Merci beaucoup. Je veux parler maintenant, là j'ai les larmes aux yeux parce que sincèrement c'est pas bon. C'est pas bon. Si j'ai fait la lettre ouverte, c'est que je voudrais faire en sorte que je veux prendre à témoin la population togolaise. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays que le chef de l'État, je ne veux pas parler du gouvernement, non, ça honnêtement, c'est le travail du gouvernement. Et c'est pour cela que je ne veux pas parler du gouvernement pour dire que je veux que le gouvernement soit conscient. Non, je veux mettre le chef de l'État au courant de ce qui se passe et que le peuple soit au courant que j'ai profité de l'occasion pour mettre le chef de l'État au courant. Et maintenant de voir le résultat qui va sortir dans tout ça. C'est vrai, je suis arrivé le 9. Le 9 au soir. 9 décembre. Voilà. Et le 11, je suis allé rendre visite à ma belle-sœur au campus universitaire. C'est ça, non? Au CHU Campus. Et rentrer déjà dans l'hôpital, j'étais déjà découragé, déçu parce que la terre, là où on passe, dans un truc là, c'est pas possible.
je me dis, mais quoi, ça c'est quoi? C'est la deuxième fois ou bien la troisième fois que je m'y rendais. Parce qu'il y a à peu près quelques années de cela, 8 ans ou 10 ans de cela, j'étais là pour rencontrer le professeur Balogun. J'avais un projet pour le Togo, dans le cadre du VIH-Sida. Et nous avons mis en place un dossier. Ce dossier, bon, je ne veux pas commenter cela. Et c'est pour cela que je suis allé dans ce centre-là. Et maintenant, quand je suis rentré la dernière fois, j'ai vu qu'il y a tellement de trucs dégradés. Ce n'est rien, hein. La salubrité du bâtiment n'est rien du tout, hein. Quand je suis rentré maintenant, là où se trouve la dame, c'est ça qui m'a frappé. D'abord, la saleté, la dégradation du lit de l'hôpital. Ce n'est pas ce lit seul. La dégradation des lits. Parce que, assis là, je regarde encore dans une autre salle. J'ai vu le lit sur lequel se trouve l'autre dame. Et ma belle-sœur, son lit, on a mis sur le lit une planche. Et elle s'est endossée dessus. Le sommier est complètement dégradé, ce qu'on ne peut même pas appeler sommier. Sale. C'est-à-dire, pour ne pas dire que c'est noir, parce que quand c'est noir, là, c'est une autre couleur. Mais quand je dis que c'est sale, c'est vraiment sale. Quand j'apprécie quelque chose, je l'apprécie. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais pourquoi on peut vivre dans ça? Dans un pays, la chose la plus importante, l'une des choses les plus importantes, c'est la santé. La santé de sa population. Quand un peuple est malade, le pays est malade. Quand un peuple est malade, le pays est malade. C'est quand il y avait cette histoire de Covid-19, tous les pays sont malades. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas de travail, les gens sont restés à la maison, les enfants, vous souvenez? Alors, c'est comme ça un pays. Alors, maintenant, je me dis, mais c'est comme tout le peuple est malade. Quand vous allez dans un hôpital, quand vous rentrez dans un hôpital, c'est quoi? C'est un lieu de guérison. Quand vous êtes malade à la maison, on vous transporte à l'hôpital, on dit déjà, tu dis toi-même déjà que, je rentre dans la main des sauveurs, ceux qui vont me sauver. Et quand tu rentres, quand l'hôpital est propre, ça reflète sur ta personne. Quand c'est propre, déjà, il y a une sorte de guérison qui rentre en toi. Maintenant, tu rentres dans la salle, la propreté, le lit, les draps de lit et tout ça, c'est pour cela que souvent, c'est du blanc ou du bleu ciel. Parce que ça reflète la santé. Maintenant, quand vous rentrez que c'est tout est noir, ça veut dire que ça reflète quoi? La maladie. Et c'est pour ça que vous dites qu'on peut en sortir avec d'autres maladies. Non, non, mais c'est pas seulement ça. L'enfant de ma belle-sœur, la fille, est sortie avec une autre maladie parce que c'est comme s'ils sont en train d'élever des moustiques là-bas. Les moustiques passaient comme si c'est si au moins ce sont des abeilles, je dirais que les abeilles viennent chercher quelque chose pour aller faire du miel et qui profitent. Les mouches font quoi? Et puis elle est tombée malade. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est la preuve. Ce que je dis, c'est vrai. Si même le chef de l'État me téléphone ici maintenant, tout de suite là, j'irai lui dire la vérité. Et lui et moi, si le chef de l'État veut, on prend ta voiture, on va là-bas. Oui, puisque vous aviez dit qu'il peut envoyer des émissaires pour oui, c'est ça que je dis. Alors, donc, si vraiment il y a la volonté, qu'ils envoient des gens pour voir si je mens. Moi, je ne fais pas la politique d'injure, je n'insulte pas. Je ne dénigre personne. Ça, ça ne fait pas partie de notre politique au Parti social-démocrate du Togo. Et c'est ce que nous interdisons à tous nos membres. Il faut respecter tout le monde. Mais la vérité, il faut le dire.
Ça là, c'est une vérité. Est-ce que vous avez eu écho de cette lettre ouverte Est-ce que vous avez eu des feedbacks? J'ai reçu, il y a des coups de téléphone. Monsieur Lawson, vraiment, merci beaucoup. Vous avez dit tout haut ce qu'on n'arrive pas à dire et on ne veut même pas en parler. Même si on en parle, il y a eu des grèves, mais il n'y a rien qui s'est passé. Je dis c'est bien. Mais moi maintenant et mon association, je vais quand même éclairer une chose. Je vais vous éclairer quelque chose. Ce n'est pas le PSDT qui a écrit la lettre. Bien sûr. Ce n'est pas le parti politique. C'est l'association, le Comité togolais pour la suivi de la démocratie. Donc, le Comité togolais pour la suivi de la démocratie est une organisation apolitique qui forme et qui informe. Ça, c'est notre rôle. Et ça existait depuis avant, ça existait pendant les grèves ici. Et nous sommes partis en exil avec. En exil au Bénin, j'ai enregistré cette même association au Bénin avec laquelle je fonctionnais pour informer et pour former. C'est par là que je me suis rendu en Suède par le truchement des Nations Unies. Et ils m'ont donné l'occasion maintenant d'être formé pour développer cette association. Et c'est ce que nous faisons. Donc, nous sommes carrément dans la formation et dans les informations. Les droits de l'homme, la démocratie, la santé. Est-ce que vous voyez? Alors, et c'est pour cela que nous disons, si nous faisons cette lettre par le parti politique, ça veut dire que nous cherchons des points pour qu'on attire des gens pour dire le PSCD c'est un bon parti, on va aller. Je ne fais pas la cour aux gens de venir dans le PSDT, non. Mais le CTSD veut dire ce qu'il fait. Nous avons vu, nous avons constaté et nous avons dit. Maintenant, nous voulons les résultats. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cela? Est-ce que vous avez quelques propositions? Mais la proposition, c'est quoi? Parce que vous êtes allé voir la chose, vous l'avez touché. La proposition, c'est quoi? Ça doit venir de qui? Ça doit venir du pouvoir. Vous savez, moi, Laurent... Non, on va dire le gouvernement peut corriger quelque chose, mais les propositions peuvent venir de n'importe où. Oui, les propositions, c'est quoi? C'est de reprendre le bâtiment, reprendre tout, et mettre des lits dedans, et mettre de vrais appareils de radiographie et autres. Aujourd'hui, il y a plus de ce que nous avons ici comme appareil. Aujourd'hui, là, honnêtement parlant, quand vous êtes en train de construire Pèlerin et que vous avez changé le nom là, je vais voir ce qu'on va mettre là-bas comme appareil. La dernière fois, moi, pour arriver ici, j'avais des problèmes de genoux. Je vais à la radio, à la radiographie. Honnêtement, je me suis posé ces gens-là se foutent de nous. Parce que tu n'as rien dans la salle, il n'y a que des microns d'appareils et autres là, et ils envoient ça vers mon genou, et puis ils te disent bouge un peu, et c'est fini, j'ai le résultat. Ce n'est plus quelque chose, il faut mettre, ou bien il faut se coucher dedans. Non, il y a aussi pour se coucher dedans quand c'est les crânes, et puis bon, le corps et autres là. Donc aujourd'hui, je ne dis pas ça. Je ne veux pas ça pour notre pays. Mais au moins ce qu'il y a 10 ans passés, c'est encore des appareils valables qu'on peut avoir pour notre pays. Et si on veut nous mettre en contribution, on peut aider ce pays. Moi, je le dis... C'est justement ce que j'attendais de vous. Je le dis, je n'ai pas besoin de la place de qui que ce soit. Je ne veux pas. Mais pour contribuer à ça là, nous allons contribuer. Je suis prêt, je le dis ouvertement, que c'est possible, nous allons contribuer. Pourquoi ne pas? Monsieur Lanson, si par exemple demain, parce que vous avez dit si on vous faisait appel, si demain vous envoyez des trucs, vous voyez le directeur du CHU ou le ministre pour dire j'ai tel à offrir, je crois que ça sera fait. Hein? Moi, j'ai déjà on n'a pas besoin qu'on vous appelle. Oui, on sait que vous avez un hôpital dans les lacs. Oui, mais très développé. Oui, bien sûr. Mais j'ai déjà approché des ministres de la santé, de la santé de ce pays, et je le dis, ils n'ont pas eu la bonne volonté. C'est-à-dire, il faut qu'on le dise les choses par leur nom. Je regrette de le dire, sincèrement. Ils n'ont pas eu la bonne volonté. Parce qu'on a fait des propositions. Mais il y a une seule personne qui a voulu mettre ça en marche. Je ne vais pas appeler son nom parce que je ne suis pas là pour faire ça. Mais la personne ne pouvait faire que ce qu'elle peut faire. Mais les autres, mais non. Le directeur des hôpitaux de la période là, ils savent combien de fois. J'ai pris tout mon temps pour les appeler, pour ma bonne volonté, mais personne n'a répondu, ne m'a pas tendu la main. Alors bon, c'est là les problèmes. Et je ne vais pas tout faire, mais je ferai le minimum, même si c'est 2 ou c'est 3
Mais c'est quelque chose. Moi, c'est ce que je dis. Et si vous le faites 2-3, quelqu'un aussi fait 2-3, c'est déjà quelque chose. Et je suis sûr que nous, les Togolais de l'extérieur, si vraiment nous nous organisons correctement, nous pouvons contribuer. Parce qu'il y a des choses qui pullulent dans les pays. Aujourd'hui, ces trucs que moi je pensais amener ici, ça, on les envoie où? On les envoie au Congo. Congo-Kinshasa. C'est ça. Ce sont nos trucs que j'ai négociés pour le Togo. Mais comme le Togo n'a pas pris, ils ont fait face. Je dis, il y a la salle où c'est écrit dessus Togo. Et puis on met les appareils, les trucs dedans. J'ai fait ça. On a écrit Togo dessus. Mais après, comme il n'y a pas les trucs durs, qu'est-ce qui s'est passé? On a changé. C'est comme si le Togo n'en avait pas besoin. C'est comme on n'en a pas besoin. Mais c'est pour cela que c'est ça qui m'a découragé. Quand je suis allé là, je dis, si nous les Togolais quand même, on a la possibilité de faire le peu qu'on peut, et que finalement on vient et on voit tout ça là, c'est pour cela que je dis, le chef de l'État n'a rien dans tout ça. Ce sont ceux qui travaillent avec lui qui constitue la pierre d'achoppement pour le développement de notre pays. Un chef d'État ne peut pas être partout, mais il a tout, ministre, directeur de cabinet, jusqu'au clerc. Et puis on va me dire que le directeur de l'hôpital du CHU là, ne voit pas ce qui se passe là. Il n'a pas la volonté de changer les lits, il n'a pas la volonté d'aller voir les lits. Nous devons changer les lits. Voilà, est-ce que c'est à lui de changer, peut-être remonter les informations. Maintenant, allez-y voir, est-ce que l'information a été montée ou pas. Jean-Claude? Oui, je crois que c'est dommage, c'est triste le constat fait par le président. Maintenant, c'est vrai que le président a déjà répondu d'une manière ou d'une autre à la question que j'allais lui poser. C'était de savoir, en attendant la réaction du chef de l'État, qu'est-ce que vous comptez faire pour soulager un tant soit peu, parce que nous savons que les bonnes volontés, comme vous venez de le dire, peuvent également contribuer à résoudre certains problèmes. Je voulais également faire un commentaire, dire que je crois que le gouvernement, les autorités ont déjà compris la situation et ils ont mis en place ce programme de contractualisation des hôpitaux. Je crois que l'objectif, c'est de pouvoir résoudre ces différents problèmes-là, ces difficultés que nos hôpitaux ont aujourd'hui. Je crois que... Parce que ce projet a fait les preuves ailleurs. Oui, je crois que le CHU Sylvain Solpio. Même le CHU à Tapamé, à Blissa, ça a été premièrement implémenté. Et aujourd'hui, ils sont en train d'étendre ça à d'autres centres de santé. Je pense que peut-être, à travers ça aussi, ça va résoudre un tant soit peu les problèmes. Bon, il y a l'hôpital Lafia qui est en construction. Nous espérons que ça également, ça va vite finir pour pouvoir soulager nos centres. Mais je reviens encore à ma question. En attendant tout ça, Monsieur le Président, est-ce que vous ne pouvez pas, à travers vous ou vos organisations, pouvoir faire quelque chose en attendant? Vous savez, faire quelque chose, je ne peux rien faire, ou mon organisation ne peut rien faire, si on n'a pas la coopération avec le gouvernement ou avec ceux-là que vous dites qui sont en train de gérer aujourd'hui nos hôpitaux. Je ne peux pas dire que je vais changer, par exemple, quelques lits de trucs. Je peux le faire. Ah oui, ça c'est vrai. Mais je ne peux pas le faire, amener des lits Val et je vais là-bas, ça veut dire, bon, dégagez-moi, je vais les remplacer. Ça doit être un truc... est-ce que vous voyez? Oui. Bon, est-ce qu'ils vont vous accepter cela? Je tiens à vous le dire. Je le dis et je le dirai. Si j'ai le chef d'État avec moi aujourd'hui, j'appellerai des noms, je dirai et je dirai. Ça, c'est pas possible. J'en ai déjà essayé. Ça n'a pas marché. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier. J'ai fait venir ici 40 pieds de conteneurs de matériel, des lits. Finalement, je les ai entreposés à Aného. Aujourd'hui, il n'est plus là, paix à son âme, le chef traditionnel, Lawson, qui est décédé. Il m'a donné un truc là où j'ai emmagasiné les trucs là, pensant que c'est un bon lieu. Vous savez, la mer a tout détérioré. A tout détérioré. Je te jure, quand on a fait sortir les trucs, j'étais là, je pleurais, je dis, mais pourquoi je ne les ai pas vendus? Parce que ce n'est pas dans mon habitude de dire, je veux donner et je vends. Si quelqu'un te le dit, je suis orgueilleux pour le dire, je ne fais pas ce genre de choses.
Et j'ai pensé qu'un jour, je vais les livrer. Je les ai complètement jetés. Jetés. Est-ce que vous voyez? Bon, j'aurais pu les vendre. Je ne l'ai pas fait. Mais je vous en prie, je ne veux pas dire que je peux ou je suis celui qui peut le faire. Mais si on discute et il y a les possibilités, je prends mon petit sac. Je sais que je vois les autorités en Suède, ceux qui s'occupent des hôpitaux, je ferai le peu que je peux faire. Vous allez voir le petit lit que moi j'ai dans mon centre là-bas. Là. Vous allez voir comment c'est propre. D'accord. Bien, on tend pratiquement vers la fin de cette émission. Il reste quelques 2 minutes, Monsieur le Président. Un message, peut-être, avant de... Non, est-ce que j'ai de message? Je voudrais tout simplement encourager les Togolais pour leur dire, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire ici qui va les décourager. À ça, attention. Pas de découragement. On doit toujours continuer. C'est notre pays. Nous devons aider notre pays. Et je ne le dis pas non plus pour qu'on sorte demain pour dire « Ah oui, ceci, on va aller casser, on va aller insulter. » Je n'aime pas ça. On a tout simplement tiré l'attention du gouvernement, du chef de l'État sur ce qui se passe. Et je profite finalement pour souhaiter une bonne fin d'année et bonne année qui va venir dans une semaine à tout le monde, à tous les Togolais, au gouvernement, au chef de l'État, à nos députés, à tous ceux qui sont dans ce pays, tous les responsables. À vous, nos journalistes, je vous souhaite une bonne santé et encore du courage pour le travail que vous êtes en train de faire. Et nous serons toujours là pour nous aider, pas des idées, pas des idées pour développer notre nation. Ça me fait mal quand je suis à l'extérieur et j'apprends quelqu'un qui insulte nos autorités, qui dit des bêtises. Et nous-mêmes, les partis politiques, on s'insulte. Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Il faut qu'après de 2023, là, que ça s'arrête et que ça change. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Laté. Je rappelle que vous étiez notre invité aujourd'hui. Vous êtes le premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo. Bon, c'est vrai que vous n'aimez pas cette casquette dans cette émission. Premier secrétaire général du Comité togolais pour la survie de la démocratie. Merci beaucoup. Jean-Claude, merci. Je voulais qu'on interpelle les auditeurs, les Togolais sur les cas d'accident. Il y en a eu trop. C'est 18 jours passés. En tout cas, c'était de trop. Non, on va continuer par le faire. Je crois que la dernière fois que nous étions ici, nous avons invité les usagers de la route à beaucoup plus de prudence, à éviter surtout de conduire en état d'ébriété. Donc nous réitérons également encore une fois cet appel-là. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Voilà, le site d'information Republic of Togo qui nous informe que ces 18 derniers jours, 403 accidents se sont produits avec 46 morts et plus de 900 blessés. Je crois que c'est trop grave ça. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis où que vous vous trouvez en ce moment. Merci à Roger Tello pour la mise en onde. Mathieu Mozo, c'est mon au revoir. Maintenant, c'est la pub. La pub. Et le retour des Scuds juste après. Le projet Femmes handicapées en action pour l'inclusion au Togo FET, initié par la Profeto, Association pour la promotion de la femme handicapée au Togo, est financé par BMZ et CBM. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la femme handicapée, de la mère d'enfants handicapés au Togo. À cet effet, au moins 150 groupes d'épargne et de crédit ont été créés dans 37 cantons des préfectures de Zio, des Lacs, de Yoto, de Vaud, de Kloto et du Hahu. C'est ainsi que depuis novembre 2019, au moins 1971 de ces femmes participent aux activités et avec les services dont elles bénéficient au sein des GEC, elles mènent des AGR, acquièrent l'indépendance financière et s'épanouissent au sein de leur communauté. Pour rendre cette activité durable, des plaidoyers sont menés à l'endroit des autorités dans le cadre de ce projet afin que les besoins spécifiques de ces femmes soient pris en compte dans les instruments juridiques de protection de la femme en vigueur à l'échelle nationale. Hey, hallo, ebala kan nyabongo no kombote. Mansama, tora mboza yo ne wili. Chonana, adono ga bango ko kunyala sweto. Ngino fofo ga bango ne nsoni nyabwalem. Male.
Baby garde mon son mi bialem. Punyo so botonong jamie. Baby we. Baby garde. Kagan fo fongono se kunyo so tonong jamie. Baby garde. Kadanyam nandende we ngban vitamin A, C ne E. Bede nyam namba mbasono no punyo so bia tonong tam. Ye njazi nyabo tono we jamie no kusuri pedele. Ya baby garde fofo. Nenson kelem. Ko hulu jamie role. Kello so son. Kunyo so robia tonong jamie. Baby garde fofo danyam yeken nso poalem nendele ko muyim. Baby garde ngobo boso nyabwa. Baby garde carrot we, baby garde papaya we. Bebedo gobale. Man daw ganyan no galambe. Zéphyr. Stop la pub. Stop la pub. Zéphyr. Vu sous des angles différents, acteurs politiques et journalistes ont leur compréhension des faits politiques. Nous avons la plus grande richesse qui constitue les ressources humaines. Les gens croient que le monde va continuer comme avant. Non. Est-ce que je disais tantôt, c'est un peu dangereux. On fait ça pour les beaux yeux de l'extérieur. Il n'y a pas l'institut de contrôle dont on nous a parlé. Chacun fait ce qu'il veut. Ici, dans Point de vue, chacun affirme et argumente. Le Togo est le premier pays à... Malheureusement, on n'a pas l'Internet qui marche très bien. Oui, ça c'est un autre débat. On dira que c'est une bonne mesure sociale. Chacun a son point de vue. Les gens vont dire, mais nous sommes sur quelle planète? C'est un bras de fer qui n'arrange personne. Il faut mettre fin à la récréation. Taper du poing sur la table. Les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 11h, retrouvez Mathieu Mouzou qui parcourt également avec vous la une des journaux. Zéphyr. Vous écoutez Zéphyr. Il est 10h. Point de vue. Mathieu Mouzou. Bonjour à toutes et à tous, fidèles de l'émission Point de vue, bienvenue. Monsieur Laurent Latelonson, le premier secrétaire du Parti social-démocrate, premier secrétaire général du comité togolais pour la survie de la démocratie, est l'invité de cette émission aujourd'hui. Plusieurs sujets à évoquer avec lui. La célébration des fêtes de fin d'année, la vie chère, l'impact des mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. Jean-Claude Bakali, directeur de publication du journal Afrique Express et du site d'information afriquenews.info, va m'aider à poser des questions à notre invité. Roger Telou est à la mise en onde, je suis Mathieu Mouzou à la présentation. Celebration across the nation, Zéphyr Station, you're my best. 92.3. Merci encore une fois d'être dans cette émission. Monsieur Laurent Latelonson est avec nous en studio. C'est le président, le premier secrétaire du Parti social-démocrate, premier secrétaire général du comité togolais pour la survie de la démocratie. Monsieur Laurent Latelonson, bonjour. Bonjour Mathieu Mouzou. Merci d'être avec nous ce matin. Comme d'habitude. Oui. À chaque fois que vous êtes au pays, vous faites ce plaisir-là. C'est ça. Et je vous remercie aussi de toujours penser à moi. Merci beaucoup. Ouais, c'est très important. De partager vos idées. De partager les idées avec vous et avec la population togolaise surtout. Bien sûr. Merci. Jean-Claude Bakali, bonjour. Oui, bonjour mon cher ami, bonjour auditrices et auditeurs de la radio Zéphyr, bonjour à l'invité. Yeah. Et vous me permettrez de souhaiter
C'est vrai que c'est déjà passé, mais de souhaiter encore une fois joyeux Noël au peuple. Nous ne sommes qu'au lendemain, c'est normal. Voilà, justement, la communauté chrétienne de par le monde a célébré la fête de la Nativité hier, dimanche 25 décembre. Alors d'abord, comment la fête s'est passée dans la capitale? Je suis sûr que votre rédaction Afrique Express a fait au moins un tour à Lomé. Oui, bien évidemment, non seulement à Lomé, nous avons quelques confrères avec qui nous collaborons à l'intérieur. Nous avons essayé de prendre un tout petit peu le pouls de cette fête-là. Mais d'une manière globale, on peut dire que la fête n'a pas été au rendez-vous comme les autres années. C'est vrai que les 2 dernières années, il y avait cette fête-là a été célébrée sous le signe de la lutte contre la Covid. Mais cette année, qui aurait dû, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que la maladie n'est pas totalement finie, mais qui aurait dû d'une manière ou d'une autre, se faire sentir. On a juste constaté que les gens, pour le moment, c'est pas ça. Nous espérons que peut-être avec la nouvelle année, le nouvel an, ça va être beaucoup plus mieux. Mais d'une manière générale, on peut dire que la vie chère, l'inflation, tout ça sont passés par là. Ce qui fait que ce n'était pas vraiment la grande fête de Noël comme que nous avons l'habitude de voir. C'est vrai que c'est compliqué. Mais Jean-Claude, le chef de l'État, encore une fois, a rendu heureux les enfants du personnel de la présidence de la République en leur offrant, comme d'habitude, des cadeaux et des kits de vivres à l'approche des fêtes de fin d'année. C'était fait vendredi. Alors, on va dire, c'est un geste d'humanisme. Il a semé quand même la joie dans le cœur des enfants. Oui, je crois que c'est assez intéressant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est pas permis à tout le monde d'avoir la chance de rencontrer un chef d'État. Alors, si ces enfants-là ont eu cette chance-là, je crois que c'est une très bonne chose. Il faut l'encourager. Il y a même dans les sociétés les DG qui organisent de ces rencontres-là. Donc, je crois que c'était dans l'ordre normal que le chef de l'État accepta recevoir les enfants de son personnel. Et je crois que c'est à encourager. Bon, maintenant, on a vu sur les réseaux sociaux certaines personnes qui trouvent que c'était pas bien, qu'il aurait, en le faisant, c'est comme s'il a abandonné d'autres enfants. Non, je crois que ce n'était pas, l'idée n'est pas cela. Et la preuve, pendant qu'il recevait les enfants de son personnel, il y avait d'autres acteurs qui étaient sur le terrain, qui également étaient aux côtés des enfants des autres. Donc je crois que ce sont des actes à encourager, que ce soit les chefs de partis politiques, que ce soit les chefs de société. Il faut les encourager à mener de ces actes-là pour se rapprocher davantage de la population. C'est vrai que le chef de l'État ne peut pas tout faire, mais les uns les autres souhaitent que cela s'étende à d'autres couilles socio-professionnelles, surtout que c'est le premier responsable. C'est le papa. Bien évidemment. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une année où il n'était pas personnellement aux côtés de ces enfants-là. Et également, on avait critiqué que pourquoi, en tant que chef de l'État, il n'a pas accepté, assisté à cette rencontre-là avec les enfants de son personnel. Et aujourd'hui, il le fait. Puis, vous voyez que quand on est un acteur public, on est sujet à des critiques à tout moment. Donc, il faut s'attendre à ça. Est-ce que je peux intervenir? Oui, monsieur Laurent Laté-Lonson, justement, on devait vous donner la parole pour voir, vous avez vu un peu les Togolais célébrer la Noël hier, tout au moins autour de vous. Comment avez-vous trouvé l'ambiance? Oui, merci beaucoup. Je ne suis pas sorti du tout de la maison. Ça, il faut le dire. Je suis resté chez moi toute la journée. La veille, j'étais occupé, mais toute la journée d'hier, je suis resté à la maison. Je ne pense pas que la fête vraiment a eu lieu. Parce que s'il y a vraiment fête, même quand on ne sort pas, on sent qu'il y a vraiment une fête. Vous savez, il y a plusieurs Togolais. Quand je veux classifier les Togolais, nous avons les Togolais hyper riches, qui n'ont rien senti, qui ont encore mangé du caviar, ils ont pété les champagnes, et ils ont tout fait. Leurs enfants, bien mangé, gai, à table, fourchette et tout. C'est normal. Nous avons des Togolais riches. Je dis hyper riches et les riches. Les riches aussi, bon, ils ont bien fêté. Nous avons maintenant les Togolais moyens qui ont pu quand même faire des vêtements à leurs enfants, des chaussures, sont sortis, aller. Maintenant, il y a les Togolais pauvres. Les Togolais pauvres, je ne pense pas qu'il y a des enfants qui ont pu manger hier. Je ne suis pas sûr. Si même ils ont pu manger du riz, certains qui ont pu manger du riz, c'est avec force. Parce qu'il y en a plein dans les rues qui
quémandent de l'argent pour pouvoir se satisfaire. Tout à l'heure ce matin, j'en ai vu et j'ai dû quand même remettre de l'argent à la dame qui a son bébé derrière pour au moins acheter de bouillie pour son enfant. Alors, donc, quelque part, quand on me dit que les Togolais ont fêté, les Togolais n'ont pas fêté. Oui, il y a des Togolais qui ont fêté. Cette architecture de la société que vous avez donnée, elle existe partout. Je m'excuse. Elle existe partout, mais pas partout. C'est-à-dire que, vous savez, si il y a le vrai social qui fait que tout le monde a le minimum vital, les hyper riches mangent tout ce qu'ils veulent, les riches, bien sûr, les moyens, bien sûr. Quand nous voulons parler des pauvres, c'est-à-dire c'est des gens qui ont bien mangé aussi à la maison, mais qui n'ont pas pu acheter du champagne, ou bien qui n'ont pas pu acheter le même, ou bien la qualité du vin que l'autre il a acheté à 12 000 francs la bouteille ou 25 000 francs la bouteille pour boire. Je sais ce que je dis. C'est comme ça. Dans tout pays, il y a des pauvres. Mais quand on veut parler des pauvres, c'est quelqu'un peut-être qui va avoir une voiture qui n'en a pas. C'est quelqu'un qui va avoir un vélo à moteur qui n'en a pas. Lui, je suis pauvre parce que je ne peux pas m'acheter un vélo à moteur. Mais remplir le ventre, tout le monde, sans exception, sont appelés à remplir le ventre. C'est très important. Oui, à ce niveau, Monsieur le Président, est-ce que c'est pas là que la solidarité doit jouer? Parce que celui qui en a, les plus riches dont vous parlez, les riches dont vous parlez, si eux ici, ils répercutent un peu leur richesse sur les pauvres, est-ce que tout le monde... Non, mais oui, bien sûr. S'il y a par exemple des fondations, des associations qui en ont et qui vont aller au secours de ces enfants-là, c'est OK. Mais quand il y a un bon salaire, quand il y a un bon SMIC, quand on pense à ce retraité qui n'a même pas de retraite, c'est-à-dire qui n'a pas de salaire de retraite, hein, à qui on ne paie rien du tout, nous avons les bonnes dames du marché qui ont des enfants et qui n'ont rien. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut avoir cette solidarité? Si même moi je vais être solidaire n'importe comment, je peux être solidaire envers tous les Togolais. Ou envers combien de nombre de Togolais. C'est la responsabilité de l'État d'être solidaire envers toute la population. Et c'est pour cela que nous parlons de la justice sociale. La justice sociale dit que tout être vivant sur un territoire doit avoir de quoi nourrir son auguste personne. Bon, maintenant, c'est là où il faut savoir dispatcher nos ressources. C'est très important. Nous allons aller plus loin parce que je sais qu'il y a des questions que je dois répondre. On peut même vous allez me poser des questions. Oui. Alors, donc, si par exemple, nous prenons les bonnes dames du marché, nous prenons les vulgarisateurs, ceux-là qui mettent... Si ils ne sont pas là, vous avez le problème de l'aide. Bon, alors... Ces gens-là n'ont pas besoin de manger, leurs enfants n'en ont pas besoin. Est-ce qu'ils ont des retraites? Comment le paie des retraites? Alors, moi, je me dis, il serait quand même une bonne chose qu'on essaye de bien gérer l'économie de ce pays, de sorte que tous ceux-là, à la fin du mois, qu'on leur trouve de quoi nourrir leur auguste personne. Et maintenant, j'aurais appris que le chef de l'État a fait un geste envers les enfants. Ouais, des cadeaux, des kits alimentaires, tout ça. Il le fait chaque année. À quels sont ces enfants? Aux enfants des fonctionnaires de la présidence de la République. Voilà, ça c'est normal. Ça, moi aussi je le fais. Si j'ai les moyens. Je crois que Jean-Claude l'a dit. Voilà. Même les responsables de société le font. Voilà. Ce matin même, j'ai reçu déjà la responsable qui me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc, ça veut dire que si même c'est une bouteille de bière, c'est quelque chose pour les fonctionnaires de son truc-là. Mais, et ceux-là qui ne sont pas nos fonctionnaires, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le problème. Est-ce que c'est tout le monde qui peut travailler à la présidence? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui peut travailler chez moi? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui peut travailler chez l'autre? Non. Mais il faut quand même que la population togolaise, les enfants sont des enfants. Tous les enfants sont des Togolais. Il n'y a pas des enfants à part, des enfants togolais à part et des enfants... Donc, tous les enfants du Togo sont nos enfants. Je pense que nous devons réfléchir d'une façon ou d'une autre, de façon à satisfaire nos enfants. Parce que demain, c'est demain. Quand j'ai vu la dame dont je parlais tout à l'heure, je disais dans la voiture à ceux qui sont dans la voiture avec moi, que l'enfant qu'elle porte sur le dos peut devenir quelque chose demain. Bien sûr. Évidemment. Voilà, c'est pour cela qu'il ne faut pas oublier que ces enfants sont importants.
Et ce que j'aurais souhaité, c'est que quand cet enfant va grandir, il faut que l'enfant dise « j'ai souffert ». Ma maman va aller au bord des goudrons pour trouver de quoi me nourrir. Maintenant, est-ce que moi, je ne vais pas m'occuper aussi des autres? Sinon, il y en a beaucoup qui disent « j'ai souffert ». Alors il faut que l'autre aussi souffre. Est-ce que j'ai une question pour le président par rapport à... Monsieur le Président, vu vos développements, nous pensons que c'est l'idéal auquel on peut espérer un jour atteindre. Maintenant, en tant que président ou secrétaire, premier secrétaire d'un parti, quelles sont vos propositions afin que nous puissions tendre vers cet idéal-là? Non, mais nos propositions, d'abord, c'est de tout faire pour gérer bien notre économie et de penser à la population, faire la politique en sorte que tout le monde puisse avoir de quoi nourrir son auguste personne. Je dis, c'est une question de volonté. Si ce pays peut avoir la vraie volonté, c'est pour cela que quand nous allons rentrer dans l'histoire de la lettre ouverte au chef de l'État, je parlerai. Parce que quand on n'a pas la volonté, on ne peut pas le faire. Et la volonté, comment c'est vrai, nous avons un président de la République qui ne peut pas être au Faux-Molin, qui ne peut être partout. Jamais, il ne peut que rester là où il est. Et s'il bouge tout de suite, il n'est plus là où il était. Donc il va quelque part d'autre. Donc, c'est pour cela qu'il a les ministres, les directeurs de cabinet, et on descend jusqu'au dernier clerc. Alors, ce sont ceux-là qui doivent agir en sorte que le chef de l'État puisse résoudre les problèmes que nous avons. La façon, c'est pour cela que je ne peux jamais faire des propositions seules pour résoudre le problème togolais si ce n'est pas une solution d'ensemble. C'est pour cela que je dis souvent, il va falloir que nous jouions un rôle important. Le rôle important, c'est quoi? Nous, les partis politiques, la société civile, le gouvernement, on doit essayer d'écrire un projet commun pour la nation. Un projet de base pour la nation. Et ce projet, que tu sois président, quand tu es élu, tu viens, tu dois suivre à 100% ce projet commun et tu ajoutes ce que toi-même tu penses que tu peux faire pour que ton nom puisse rester. Et ce n'est que dans ce cadre-là. Parce que si moi je vais venir avec le programme Fantaisie que je vais avoir, vous dites tout ce que je peux dire, je peux faire ceci, je peux faire cela, c'est moi le Dieu et la terre du Togo, et que le moment venu, vous m'élisez et j'arrive, je suis incapable de rien faire. Mais s'il y a un programme qui est destiné à la nation et que je n'arrive pas à mettre le programme, même en 2 ans, quand vous remarquez, alors s'il faut refaire les élections, il faut refaire les élections. Parce que la vie de l'être humain est très importante. La vie du peuple togolais est très importante. Donc, si moi, par exemple, je vais faire des propositions, j'aurais aimé que ce soit des têtes réunies. Je viens avec des petites propositions, vous venez avec des petites propositions, et puis on va tamiser ces propositions, faire sortir ce qu'on peut, et ça devient. C'est pour cela d'ailleurs que je dis souvent, quand nous faisons le gouvernement, ou bien l'Assemblée nationale, les parlementaires qui sont les majoritaires viennent avec un budget, l'opposition doit avoir son budget. Parce que l'opposition, c'est le problème qu'elle veut résoudre. L'opposition est plus proche de la masse parce que l'opposition lutte pour venir au pouvoir. C'est pour cela que l'opposition fouille dans la masse. Donc l'opposition doit savoir ce qui se passe et faire un budget parallèle. Et quand on prend ce budget parallèle, on regarde les 2 budgets et l'opposition dit, nous, on ne vote pas votre budget. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a ça qui manque, parce qu'il y a ça qui manque. Vous allez redresser le budget et nous allons voter. Mais quand moi j'apprends qu'on vote un budget à l'unanimité ou on vote un budget à 85% qui sont dans la salle et tout, ça c'est faux, c'est mauvais. Ça ne se fait pas. Ce que vous dites, monsieur le président, c'est l'idéal, mais est-ce que, regardez un peu nos réalités, est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Oui, regardez un peu, vous avez parlé de l'opposition. Est-ce que ce travail se fait aussi? Mais pourquoi ça ne se fait pas? Peut-être ce sont les contraintes. Justement, quand nous parlons de l'opposition, vous savez, dans notre pays, nous avons de l'opposition réelle, l'opposition vraie. Et ceux-là qui se disent qu'ils sont les seules oppositions. Et le gouvernement fait aussi ces bêtises-là, en disant que quand nous voulons faire des choses, nous allons chercher ces oppositions vraies. Parce qu'ils ont été aux élections, parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, c'est eux qu'on va chercher, et c'est les mêmes problèmes qui se passent. Vous comprenez? Oh, il y a des gens derrière qui ne sont pas dans ce cadre-là, mais qui sont encore mieux que ceux qui vous invitent. C'est ça des erreurs. C'est ça des erreurs. On ne peut pas dire que c'est parce que vous avez été aux élections, c'est pour cela qu'on vient vous chercher
Mais est-ce que vous êtes les détenteurs des idées du Togo? C'est ça. Et en plus, l'erreur de l'opposition, c'est que nous avons des chefs de file de l'opposition. La dernière fois, on avait un chef de file de l'opposition pendant des années. Honnêtement, sincèrement, moi, je ne pense pas que les chefs de file de l'opposition et celui-là que nous avons actuellement aussi fait son travail. Combien de fois le chef de file de l'opposition a réuni l'opposition pour savoir ou chercher des voies et des solutions. Jamais fait, je ne sais pas si avant connaissance, il y en a eu. Pas du tout. Est-ce que vous voyez? C'est pas bon. C'est pas bon. Mais vous avez un salaire pour ça ou bien vous avez des traitements pour ça, et on vous l'appelle ainsi. Donc, des avantages. Vous devez normalement savoir ce qui se passe, rassembler les autres. On est une centaine de partis politiques. Je suis d'accord que nous sommes. Mais si on s'organise bien, si le chef de file de l'organisation, de l'opposition s'organise très bien, il va rencontrer tout le monde. Je vous assure. En une année, et vous avez 5 ans de pouvoir, vous allez le faire. Et pendant ce temps, vous allez rassembler des idées de l'opposition. Est-ce que vous voyez? Et puis, le chef et l'opposition n'a même pas de journal pour informer les gens. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe dans l'hémicycle là-bas, il faut qu'il commande, il faut que ça sorte. Il faut qu'on nous parle de ça, il faut qu'on lise ces problèmes. Vous approchez le chef de l'opposition, vous êtes de l'opposition, c'est vrai que vous n'êtes pas réglementé, mais lorsque vous arrivez, est-ce que vous cherchez à les rencontrer? Est-ce que vous rencontrez vos camarades de l'opposition pour transmettre ces idées? La question elle est belle. Nous avons par exemple organisé en mai dernier un séminaire à Aneho, que si vraiment la démocratie et les droits de l'homme sont des viviers pour le développement. Alors, on a invité les partis politiques. Ils ne sont pas arrivés. Mais ils ne sont pas arrivés et ils n'ont même pas écrit des lettres pour dire, bon, je ne peux pas venir. Il n'y a que CPP qui est venu et l'UNIR est arrivé. Bien sûr. Et puis on a dit des choses dans la salle. Je vous assure qu'on a dit des choses dans cette salle. Le samedi, le lundi, des solutions sont trouvées. Des solutions sont trouvées. Vous comprenez? Ah oui, parce que le représentant ou bien les représentants de l'UNI qui étaient dans la salle ont dû faire des rapports. Et comme ça, les responsables ont entendu, ont écouté et ils ont pensé que, ah mais oui, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous voyez? Alors, mais nos camarades là, ceux-là que nous pensons qui peuvent venir, et après on peut se retrouver, on ne les retrouve pas. Vous émettez des idées, les gens ne maîtrisent pas les idées, mais ils veulent travailler avec l'idée. J'ai parlé de forum de l'opposition dans ce pays. Bon, il y en a qui veulent faire le forum de l'opposition. Ils ne savent pas comment ça va se faire. Mais moi, c'est moi qui ai l'idée. Je sais ce que je veux de ce forum. Au-delà de ce cadre informel que dont vous venez de parler, la rencontre d'Aneho par exemple, est-ce que vous rencontrez, vous prenez sur vous de rencontrer d'une manière individuelle les responsables des partis politiques afin de les expliquer vos différentes idées? Je nous dis, il n'y a qu'un seul parti que j'ai dû chercher à rencontrer, qui m'a rencontré, mais on a discuté, je n'ai pas vu de porte de sortie. Et les autres partis politiques, même avant, vous savez, il y a l'autre qui est décédé, mais avant, j'ai des cousins quand même, on est de Lawson, je les ai approchés. Si on ne peut pas se retrouver pour faire ci, pour faire ça, mais il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord, venons-en sur... Mais non, vous savez, il y a une chose, je l'ai dit, peut-être que c'est ça qui est le problème. Quand les 14 partis il y avait le choix de ces 14, j'ai dit ça ne marchera pas. Je l'ai dit sur vos trucs là, ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Et ça n'a pas marché. Peut-être je ne suis pas intéressant. Je dis trop la vérité ou bien je dis ce que je pense que c'est trop. Je dis ça ne marchera pas. Et il y a pire. Tout ce que nous créons comme des organisations pour aller aux élections ou bien pour lutter contre c'est-à-dire pour aller au pouvoir, pour tout ça, la base est toujours faussée dès le début. Et je suis prêt à le dire et ouvertement s'il y a l'occasion. Ça c'est normal. Nous sommes en politique. Quand ça ne va pas, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on trouve des solutions pour rectifier ces choses-là. C'est normal. D'accord. Revenons sur le plan social, encore une fois. Est-ce qu'on doit occulter par rapport à tout ce qui arrive? On a dit tout à l'heure que par rapport au fait, ce n'est pas vraiment ça dans la population. Est-ce qu'on va occulter les effets des deux crises
que nous traversons, qu'on est en train de traverser justement. Il y a par exemple la Covid-19, il y a aussi la crise. La crise économique. Oui, la crise économique, peut-être qui est en relation avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'on va occulter tout ça là, Monsieur le Président? Bon, je regrette cette guerre de l'Ukraine. C'est dommage. C'est dommage. Je ne veux pas commenter la guerre. Ouais. Parce que ce n'est pas mon pays qui est en guerre. Bien sûr. Et il y a tellement de problèmes dans ce pays qu'on n'arrive pas à résoudre encore. Et il faut aller parler d'un autre pays qui ne nous concerne pas, sincèrement. Bon, je sais, il y a problème d'essence, il y a problème de gaz, il y a ces petits trucs-là. Mais ce n'est pas la Russie qui vient cultiver de l'igname, le mil, le sorgho, le maïs chez nous. Bon, il y a ça. Bon, si nous voulons parler de la crise d'essence, bon là, d'accord, parce qu'on l'importe. Mais il y a quand même des trucs de base que nous-mêmes, nous devons être capables de produire et que l'État, je ne sais pas comment ça se passe, doit au fait subventionner et aider les agriculteurs. Et ce qui se fait aussi souvent, c'est quoi? Si même il y a des aides, on choisit ceux-là qu'on veut aider. Et d'autres sont laissés sur le carreau. La crise économique, c'est partout dans le monde. C'est pas seulement au Togo. Et je dis qu'en Europe, c'est encore 2 fois plus de crises qu'au Togo et dans des pays, dans beaucoup de pays d'Afrique. Dans peu de temps, ce serait possible qu'il va y avoir de délestage en Suède. Dans le pays des Blancs. Et on pense que quand il y a délestage ici, on va crier. C'est vrai. Mais si déjà dans ces pays-là, on commence par parler de délestage, donc il faut dire que vraiment la crise a un niveau très élevé. Ouais. Alors, maintenant, moi, je pense que l'important, c'est d'investir à partir de maintenant, dans notre agriculture et dans le développement de nos produits. C'est maintenant. Au lieu de mettre des accents sur, c'est vrai, hein, la défense du territoire est une chose à ne même pas du tout je ne discute pas de ça. Je suis pour. Mais il faut aussi revoir ces budgets-là pour dire si même le militaire ne mange pas bien, il ne peut pas s'habiller, hein, il ne peut pas aller à la guerre, il ne peut rien faire. Alors donc de mettre l'accent sur l'investissement agricole. C'est très important. Et c'est ça qui fait développer les pays. Et le pays où, c'est-à-dire la Suède, avait comme produit de base les pommes de terre. Et hier, quand tu manges de pommes de terre, tu es un pauvre. C'est pourquoi tu manges de pommes de terre. Hier en Suède. Mais aujourd'hui, quand je parle d'hier, c'est des années passées. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a plus de riches qui ne mangent pas de pommes de terre. C'est sur toutes les tables, sans exception. Et chaque jour. Est-ce que vous voyez, ce serait la même chose ici chez nous, si on essaie d'implémenter, de mettre l'accent sur l'agriculture, pour pouvoir... oui, on a les terres. On a tellement de terres. Maintenant, c'est peut-être parfois, on est obligé de se soumettre aux déshydratats de la nature. C'est ça le vrai problème. Vous savez, quand nous parlons de la nature... il ne pleut pas, il y a problème. Quand nous parlons de la nature en Europe est plus problématique que la nature ici. Mais nous, on a la neige qui se prend partout. Mais vous savez, ces gens-là travaillent dans la neige. Ils travaillent. Ils font ce qu'ils... Mais vous, présentement, il y a la neige. Mais les champs sont là. C'est là où on est étonné de dire que Dieu nous a plus donné. Mais on n'arrive pas à l'exploiter. Si je vais parler de Dieu dans mon truc là. Hein, sinon, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut former. Il faut former les gens, il faut former les jeunes. Même aller sur les terrains, les rencontrer. Même ceux qui n'ont pas été à l'école, on peut dans nos propres langues les former et les mettre sur... Et ceux qui vont réussir, Ceux qui vont échouer, on va les trouver d'autres choses. Là, on peut quand même trouver des solutions pour la famine ou bien pour notre crise. La crise togolaise peut être la crise énergétique, mais honnêtement, pas la crise alimentaire. Je regrette. Jean-Claude a une question. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le développement du président par rapport
au fait qu'il faut véritablement investir dans le secteur agricole. Parce qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui s'est développé sans passer par le secteur primaire. Et aujourd'hui, comme le président venait de le dire, l'Afrique regorge de la grande majorité des terres arables au monde. Nous avons tout. Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions être indépendants par rapport sur le plan alimentaire. Donc je crois qu'il faudrait investir davantage dans le secteur agricole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets. Quand vous prenez au Togo, vous avez beaucoup de projets. Vous avez même il y a plusieurs projets. Il y avait le Pniaza, tout ça. Oui, c'est sous-projets. Malheureusement, des milliards de projets-là n'ont pas encore donné les fruits escomptés. Nous espérons que ceux qui ont en charge ces différents projets-là vont redoubler d'efforts pour que nous puissions véritablement tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Parce que l'objectif premier du PNIASA, qui est devenu aujourd'hui PNIASA, c'est de permettre au Togo d'être autosuffisant sur le plan alimentaire. Donc nous pensons qu'il faut véritablement continuer par investir dans ce secteur primaire. Et je voudrais dire une chose en ce qui concerne les financements de ces projets. C'est vrai, des milliards viennent. Bien sûr. Mais vous achetez des voitures, des 4x4. Vous voyez le nombre de 4x4 qu'on achète dans cette sous-là. Ouais, bien sûr. Et le nombre d'argent, c'est-à-dire qui rentre dans la poche de ces hommes qui travaillent. Et ceux qui vont sur les champs là, qui s'habillent, qui sont en costume ou en boubou et vont dire qu'ils vont dans les champs pour aider les gens et puis mettre la main dans la poche et les regarder et après ils s'en vont. Mais ce qui déverse sur le terrain, l'argent qui déverse, c'est vraiment insignifiant. Et maintenant, on ne peut pas... Moi, j'ai dit à l'Union européenne une fois, je vous le dis, j'ai rencontré un responsable de l'Union européenne et j'étais là. Et on parlait de financement, comment faire pour... Je leur ai dit, je suis désolé, tout ce que vous faites là, vous ne réussirez pas en Afrique, et surtout dans ma région ici là, jamais. Quand vous donnez l'argent à l'État, c'est plutôt de mettre l'argent à la disposition de la population, mais géré par des personnels responsables qui doivent rendre compte. Et limité. Je serai président de ce pays. Honnêtement, je vais vendre toutes vos 4x4. Je le disais toujours. D'accord. Je vais arrêter tout ça. Parce que l'argent là, c'est de l'argent perdu. On marque une pause, on revient pour la suite. Zéphyr. Il est 10h30. Voilà, pour la suite de cette émission, vous êtes là. Merci beaucoup d'être toujours branchés. Je rappelle que nous sommes avec M. Laurent Laté-Lonson, le premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo, premier secrétaire général du Comité togolais pour la survie de la démocratie. Et puis le confrère Jean-Claude Bakali, directeur de publication du journal Afrique Express et du site d'information afriquenews.info. On va parler d'un sujet, Monsieur le Président, avec le confrère, on reviendra pour la suite de notre entretien. Jean-Claude, il y a quelques semaines, le journal Sika révélait des cas de proxénétisme à Sokodé où les confrères écrivaient qu'il y a eu l'exploitation des filles vendues à 500 francs CFA. Nous apprenons que la police a mis la main sur la présumée dame qui se livrait à ce phénomène. Elle serait une maîtresse couturière. Elle utilise justement ses apprentis pour ce commerce. Alors, si elle est reconnue coupable, je crois que c'est des faits qu'il faut punir gravement. Sévèrement. Il faut punir sévèrement. Et je crois qu'il faut, pour une fois, on devrait nous jeter les lauriers, nous les hommes des médias, parce que au-delà du confrère Sika qui a révélé l'information, il y a beaucoup de journaux qui ont relayé l'information, ce qui a d'une manière ou d'une autre entraîné un tollé général dans le pays qui a fait qu'aujourd'hui le procureur s'est saisi de l'affaire qui a permis à l'interpellation de cette dernière-là. Je crois qu'il faut que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il faut frapper fort pour dissuader les potentiels candidats ou
ceux qui sont encore tapis dans l'ombre et qui voudraient faire exactement comme elle l'a fait. Donc je crois que la police a fait un très bon travail, les journalistes également ont fait un très bon travail. Nous espérons qu'à partir de cet instant-là, les autres fois que les journalistes dénonceront certains faits, il faudrait également qu'on parle de cette jurisprudence qu'on a aujourd'hui pour également que le procureur puisse également saisir sur les autres sujets qui seront dénoncés par la presse. Donc nous félicitons le procureur, nous félicitons la gendarmerie, mais également nous félicitons nous les journalistes pour le fait que nous avons contribué véritablement à ce qu'on puisse mettre fin à ce scandale-là, si je peux le dire ainsi. Maintenant, il faudrait également chercher à voir ceux qui ont d'une manière ou d'une autre participé à ce phénomène, parce que comme on le dit, si la fille est vendue à 500 francs, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a proposé ses services pour pouvoir se faire satisfaire. Donc il faudrait si on pouvait remonter toutes ces chaînes-là pour dissuader tout ce beau monde-là, ces personnes véreuses qui contribuent à faire perdurer ces phénomènes-là, je crois que ce serait assez intéressant. Maintenant, au-delà de ça, je crois que j'avais évoqué ce sujet-là sur un autre média. Ça pose également un problème social. Est-ce que ces enfants-là qui ont accepté jouer à ce jeu, est-ce qu'elles avaient les moyens nécessaires? Ça veut dire certainement qu'à un moment donné, il y avait des problèmes quelque part qu'il faut... Je me dis, est-ce qu'elles étaient obligées de faire ce jeu? Est-ce qu'on ne pouvait pas, par exemple, quitter la patronne? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine complicité dans tout ça? Oui, c'est pour ça que je dis, peut-être que d'une manière ou d'une autre, ces filles-là sont complices parce qu'elles sont vulnérables par rapport à leur situation sociale. Donc, ça les a amenées, elles se sont peut-être dit, bon, en le faisant, moi aussi, je vais avoir un peu de retombée. Donc, je crois qu'il faut aller au-delà de l'interpellation de cette dernière-là, aller sur le plan social pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé pour que ces filles-là acceptent de se livrer à ce jeu-là. D'accord. On va avancer. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un petit mot à placer là-dessus? Je pense que je suis très attristé en écoutant tout ça là. Parce que c'est nos soeurs, c'est nos mamans, c'est nos filles. Précisément. Je suis désolé que ce genre de choses se passent. Mais, vous savez, tout ça, c'est la faute de qui? Et c'est la faute de quoi? C'est la pauvreté, c'est la misère. Et en plus, maintenant, c'est le manque de la bonne volonté du social dans notre pays. Si c'est que ces enfants, ces filles avaient d'autres moyens de survivre, je pense que elles n'accepteraient pas. Bien sûr. Et maintenant, ceux qui accepteraient ces jeux, c'est pas vice. Et peut-être veut avoir plus que ce qu'elles ont besoin. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'ont même pas de minimum vital. Mais il faut que ça soit puni. Je suis d'accord avec Claude, il faut que ça soit puni. Je vous tire chapeau. Et il faut continuer, il faut faire plus pour que ces genres de vices s'arrêtent dans notre pays. Merci. Alors, le 19 décembre dernier, vous aviez adressé une lettre ouverte au chef de l'État dans laquelle vous dites avoir constaté lors d'une visite à un parent malade au CHU Campus l'état vétuste des lits au service de cardiologie. Vous avez lancé un SOS au président de la République pour que cet état de choses soit corrigé dans les centres de formation, dans le centre de santé au Togo. Ce que vous avez vu vous a vraiment touché lorsqu'on lit un peu votre lettre ouverte. Merci. Merci beaucoup. Je veux parler maintenant, là j'ai les larmes aux yeux parce que sincèrement c'est pas bon. C'est pas bon. Si j'ai fait la lettre ouverte, c'est que je voudrais faire en sorte que je veux prendre à témoin la population togolaise. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays que le chef de l'État, je ne veux pas parler du gouvernement, non, ça honnêtement, c'est le travail du gouvernement. Et c'est pour cela que je ne veux pas parler du gouvernement pour dire que je veux que le gouvernement soit conscient. Non, je veux mettre le chef de l'État au courant de ce qui se passe et que le peuple soit au courant que j'ai profité de l'occasion pour mettre le chef de l'État au courant. Et maintenant de voir le résultat qui va sortir dans tout ça. C'est vrai, je suis arrivé le 9.
le 9 au soir. 9 décembre. Voilà. Et le 11, je suis allé rendre visite à ma belle-sœur au campus universitaire. C'est ça, non? Au CHU campus. Et rentrer déjà dans l'hôpital, j'étais déjà découragé, déçu parce que la terre, là où on passe, dans un truc là, c'est pas possible. Je me dis, mais quoi, ça c'est quoi? C'est la deuxième fois ou bien la troisième fois que je m'y rendais. Parce qu'il y a à peu près quelques années de cela, 8 ans ou 10 ans de cela, j'étais là pour rencontrer le professeur Balogun. J'avais un projet pour le Togo, dans le cadre du VIH-Sida. Et nous avons mis en place un dossier. Ce dossier, bon, je ne veux pas commenter cela. Et c'est pour cela que je suis allé dans ce centre-là. Et maintenant, quand je suis rentré la dernière fois, j'ai vu qu'il y a tellement de trucs dégradés. Ce n'est rien. Hein. La salubrité du bâtiment n'est rien du tout. Hein. Quand je suis rentré maintenant, là où se trouve la dame, c'est ça qui m'a frappé. D'abord, la saleté. La dégradation du lit de l'hôpital. Ce n'est pas ce lit seul. La dégradation des lits. Parce que, assis là, je regarde encore dans une autre salle. J'ai vu le lit sur lequel se trouve l'autre dame. Et ma belle-sœur, son lit, on a mis sur le lit une planche. Et elle s'est endossée dessus. Le sommier est complètement dégradé, ce qu'on ne peut même pas appeler sommier. Sale. C'est-à-dire pour ne pas dire que c'est noir, parce que quand c'est noir là, c'est une autre couleur. Mais quand je dis que c'est sale, c'est vraiment sale. Quand j'apprécie quelque chose, je l'apprécie. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais pourquoi on peut vivre dans ça? Dans un pays, la chose la plus importante, l'une des choses les plus importantes, c'est la santé. La santé de sa population. Quand un peuple est malade, le pays est malade. Quand un peuple est malade, le pays est malade. C'est quand il y avait cette histoire de Covid-19, tous les pays sont malades. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas de travail, les gens sont restés à la maison, les enfants, vous vous souvenez? Alors, c'est comme ça un pays. Alors, maintenant, je me dis, mais c'est comme tout le peuple est malade. Quand vous allez dans un hôpital, quand vous rentrez dans un hôpital, c'est quoi? C'est un lieu de guérison. Quand vous êtes malade à la maison, on vous transporte à l'hôpital, on dit déjà, tu dis toi-même déjà que, je rentre dans la main des sauveurs, ceux qui vont me sauver. Et quand tu rentres, quand l'hôpital est propre, ça reflète sur ta personne. Quand c'est propre, déjà, il y a une sorte de guérison qui rentre en toi. Maintenant, tu rentres dans la salle, la propreté, le lit, les draps de lit et tout ça, c'est pour cela que souvent, c'est du blanc ou du bleu ciel. Parce que ça reflète la santé. Maintenant, quand vous rentrez que tout est noir, ça veut dire que ça reflète quoi? La maladie. Et c'est pour ça que vous dites qu'on peut en sortir avec d'autres maladies. Non, non, mais c'est pas seulement ça. L'enfant de ma belle-sœur, la fille, est sortie avec une autre maladie parce que c'est comme s'ils sont en train d'élever des moustiques là-bas. Les moustiques passaient comme si si au moins ce sont des abeilles, je dirais que les abeilles viennent chercher quelque chose pour aller faire du miel et qui profitent. Les mouches font quoi? Et puis elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est la preuve. Ce que je dis, c'est vrai. Si même le chef de l'État me téléphone ici maintenant, tout de suite là, j'irai lui dire la vérité. Et lui et moi, si le chef de l'État veut, on prend ta voiture, on va là-bas. Oui, puisque vous aviez dit qu'il peut envoyer des émissaires pour oui, c'est ça que je dis. Alors, donc, si vraiment il y a la volonté, qu'ils envoient des gens pour voir si je mens. Moi, je ne fais pas la politique d'injure, je n'insulte pas. Je ne dénigre personne. Ça, ça ne fait pas partie de notre politique au Parti social-démocrate du Togo.
Et c'est ce que nous interdisons à tous nos membres. Il faut respecter tout le monde, mais la vérité, il faut le dire. Ça là, c'est une vérité. Est-ce que vous avez eu écho de cette lettre ouverte? Est-ce que vous avez eu des feedbacks? J'ai reçu, il y a des coups de téléphone. Monsieur Lawson, vraiment, merci beaucoup. Vous avez dit tout haut ce qu'on n'arrive pas à dire et on ne veut même pas en parler. Même si on en parle, il y a eu des grèves, mais il n'y a rien qui s'est passé. Je dis c'est bien. Mais moi maintenant et mon association, je vais quand même éclairer une chose. Je vais vous éclairer quelque chose. Ce n'est pas le PSDT qui a écrit la lettre. Bien sûr. Ce n'est pas le parti politique, c'est l'association, le Comité togolais pour la survie de la démocratie. Donc, le Comité togolais pour la survie de la démocratie est une organisation apolitique qui forme et qui informe. Ça, c'est notre rôle. Et ça existait depuis avant, ça existait pendant les grèves ici. Et nous sommes partis en exil avec. En exil au Bénin, j'ai enregistré cette même association au Bénin avec laquelle je fonctionnais pour informer et pour former. C'est par là que je me suis rendu en Suède par le truchement des Nations Unies. Et ils m'ont donné l'occasion maintenant d'être formé pour développer cette association. Et c'est ce que nous faisons. Donc, nous sommes carrément dans la formation et dans les informations. Les droits de l'homme, la démocratie, la santé. Est-ce que vous voyez? Alors, et c'est pour cela que nous disons, si nous faisons cette lettre par le parti politique, ça veut dire que nous cherchons des points pour qu'on attire des gens pour dire le PSCD c'est un bon parti, on va aller. Je ne fais pas la cour aux gens de venir dans le PSDT, non. Mais le CTSD veut dire ce qu'il fait. Nous avons vu, nous avons constaté et nous avons dit. Maintenant, nous voulons les résultats. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cela? Est-ce que vous avez quelques propositions? Mais la proposition, c'est quoi? Parce que vous êtes allé voir la chose, vous l'avez touché. La proposition, c'est quoi? Ça doit venir de qui? Ça doit venir du pouvoir. Vous savez, moi, Laurent... Non, on va dire le gouvernement peut corriger quelque chose, mais les propositions peuvent venir de n'importe où. Oui, les propositions, c'est quoi? C'est de reprendre le bâtiment, reprendre tout, et mettre des lits dedans, et mettre de vrais appareils de radiographie et autres. Aujourd'hui, il n'y a plus ce que nous avons ici comme appareil. Hein. Aujourd'hui, là, honnêtement parlant, quand vous êtes en train de construire Pélégrin et que vous avez changé le nom là, je vais voir ce qu'on va mettre là-bas comme appareil. La dernière fois, moi, pour arriver ici, j'avais des problèmes de genoux. Je vais à la radio, à la radiographie. Honnêtement, je me suis posé ces gens-là se foutent de nous. Parce que tu n'as rien dans la salle, il n'y a que des microns d'appareils et autres là, et ils envoient ça vers mon genou, et puis ils te disent bouge un peu, et c'est fini, j'ai le résultat. Ce n'est plus quelque chose, il faut mettre, ou bien il faut se coucher dedans. Non, il y a aussi pour se coucher dedans quand c'est les crânes, et puis bon, le corps et autres là. Donc aujourd'hui, je ne dis pas ça. Je ne veux pas ça pour notre pays. Mais au moins ce qu'il y a 10 ans passés, c'est encore des appareils valables qu'on peut avoir pour notre pays. Et si on veut nous mettre en contribution, on peut aider ce pays. Moi, je le dis... C'est justement ce que j'attendais de vous. Je le dis, je n'ai pas besoin de la place de qui que ce soit. Je ne veux pas. Mais pour contribuer à ça là, nous allons contribuer. Je suis prêt, je le dis ouvertement, que c'est possible, nous allons contribuer. Pourquoi ne pas? Monsieur Lanson, si par exemple demain, parce que vous avez dit si on vous faisait appel, si demain vous envoyez des trucs, vous voyez le directeur du CHU ou le ministre pour dire j'étais là au fait, je crois que ça sera fait. Hein? Moi, j'ai déjà on n'a pas besoin vraiment qu'on vous appelle. Oui, on sait que vous avez un hôpital dans le lac. Oui, très développé. Oui, bien sûr. Mais j'ai déjà approché des ministres de la santé de ce pays et je le dis, ils n'ont pas eu la bonne volonté. C'est-à-dire il faut qu'on le dise les choses par leur nom. Je regrette de le dire sincèrement. Ils n'ont pas eu la bonne volonté parce qu'on a fait des propositions. Mais il y a une seule personne qui a voulu mettre ça en marche. Je ne vais pas appeler son nom parce que je ne suis pas là pour faire ça. Mais la personne ne pouvait faire que ce qu'elle peut faire. Mais les autres, mais non. Le directeur des hôpitaux de la période là,
Et ils savent combien de fois. J'ai pris tout mon temps pour les appeler, pour ma bonne volonté, mais personne n'a répondu, ne m'a pas tendu la main. Alors bon, c'est là les problèmes. Et je ne vais pas tout faire, mais je ferai le minimum, même si c'est 2 ou c'est 3, mais c'est quelque chose. Moi, c'est ce que je dis. Et si vous le faites 2-3, quelqu'un aussi fait 2-3, c'est déjà quelque chose. Et je suis sûr que nous, les Togolais de l'extérieur, si vraiment nous nous organisons correctement, nous pourrons contribuer. Parce qu'il y a des choses qui pullulent dans les pays. Aujourd'hui, ces trucs que moi je pensais amener ici, ça, on les envoie où? On les envoie au Congo. Congo-Kinshasa. C'est ça. Ce sont les trucs que j'ai négociés pour le Togo. Mais comme le Togo n'a pas pris, ils ont fait face. Je dis, il y a la salle où c'est écrit dessus Togo. Et puis on met les appareils, les trucs dedans. J'ai fait ça. On a écrit Togo dessus. Mais après, comme il n'y a pas les trucs durs, qu'est-ce qui s'est passé? On a changé. C'est comme si le Togo n'en avait pas besoin. C'est comme on n'en a pas besoin. Mais c'est pour cela que c'est ça qui m'a découragé. Quand je suis allé là, je dis, si nous les Togolais quand même, on a la possibilité de faire le peu qu'on peut, et que finalement on vient et on voit tout ça là, c'est pour cela que je dis, le chef de l'État n'a rien dans tout ça. Ce sont ceux qui travaillent avec lui qui constitue la pierre d'achoppement pour le développement de notre pays. Un chef d'État ne peut pas être partout, mais il a tout, ministre, directeur de cabinet, jusqu'au clerc. Et puis on va me dire que le directeur de l'hôpital du CHU là, ne voit pas ce qui se passe là. Il n'a pas la volonté de changer les lits, il n'a pas la volonté d'aller voir les lits. Nous devons changer les lits. Voilà, est-ce que c'est à lui de changer, peut-être remonter les informations. Maintenant, allez-y voir, est-ce que l'information a été montée ou pas. Jean-Claude? Oui, je crois que c'est dommage, c'est triste le constat fait par le président. Maintenant, c'est vrai que le président a déjà répondu d'une manière ou d'une autre à la question que j'allais lui poser. C'était de savoir, en attendant la réaction du chef de l'État, qu'est-ce que vous comptez faire pour soulager un tant soit peu, parce que nous savons que les bonnes volontés, comme vous venez de le dire, peuvent également contribuer à résoudre certains problèmes. Je voulais également faire un commentaire, dire que je crois que le gouvernement, les autorités ont déjà compris la situation et ils ont mis en place ce programme de contractualisation des hôpitaux. Je crois que c'est l'objectif, c'est de pouvoir résoudre ces différents problèmes-là, ces difficultés que nos hôpitaux ont aujourd'hui. Je crois que... Parce que ce projet a fait les preuves ailleurs. Oui, je crois que le CHU Sylvain Solpio. Même le CHU à Tapamé, à Blissa, ça a été premièrement implémenté. Et aujourd'hui, ils sont en train d'étendre ça à d'autres centres de santé, je pense. Et que peut-être, à travers ça aussi, ça va résoudre un tant soit peu les problèmes. Bon, il y a l'hôpital Lafia qui est en construction. Nous espérons que ça également, ça va vite finir pour pouvoir soulager nos centres. Mais je reviens encore à ma question. En attendant tout ça, Monsieur le Président, est-ce que vous ne pouvez pas, à travers vous ou vos organisations, pouvoir faire quelque chose en attendant? Vous savez, faire quelque chose, je ne peux rien faire, ou mon organisation ne peut rien faire, si on n'a pas la coopération avec le gouvernement ou avec ceux-là que vous dites qui sont en train de gérer aujourd'hui nos hôpitaux. Je ne peux pas dire que je vais changer, par exemple, quelques lits de trucs. Je peux le faire. Ah oui, ça c'est vrai. Mais je ne peux pas le faire, amener des lits Val et je vais là-bas, ça veut dire, bon, dégagez-moi, je vais les remplacer. Ça doit être un truc... est-ce que vous voyez? Oui. Bon, est-ce qu'ils vont vous accepter cela? Je tiens à vous le dire. Je le dis et je le dirai. Si j'ai le chef d'État avec moi aujourd'hui, j'appellerai des noms, je dirai et je dirai. Ça, c'est pas possible. J'en ai déjà essayé. Ça n'a pas marché. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier. J'ai fait venir ici 40 pieds de conteneurs de matériel, des lits et des lits. Finalement, je les ai entreposés à Aného. Aujourd'hui, il n'est plus là, paix à son âme, le chef traditionnel, Lawson, qui est décédé. Il m'a donné un truc là où j'ai emmagasiné les trucs là, pensant que c'est un bon lieu. Vous savez, la mer a tout détérioré. Côtière. A tout
Je te jure, quand on a fait sortir les trucs, j'étais là, je pleurais, je dis, mais pourquoi je ne les ai pas vendus? Parce que ce n'est pas dans mon habitude de dire, je veux donner et je vends. Si quelqu'un te le dit, je suis orgueilleux pour le dire, je ne fais pas ce genre de choses. Et j'ai pensé qu'un jour, je vais les livrer. Je les ai complètement jetés. Jetés. Est-ce que vous voyez? Bon, j'aurais pu les vendre. Je ne l'ai pas fait. Mais je vous en prie, je ne veux pas dire que je peux ou je suis celui qui peut le faire. Mais si on se discute et il y a les possibilités, je prends mon petit sac. Je sais que je vois les autorités en Suède, ceux qui s'occupent des hôpitaux, je ferai le peu que je peux faire. Vous allez voir le petit lit que moi j'ai dans mon centre là-bas. Là. Vous allez voir comment c'est propre. D'accord. Bien, on tend pratiquement vers la fin de cette émission. Il reste quelques 2 minutes, Monsieur le Président. Un message, peut-être, avant de... Non, est-ce que j'ai de message? Je voudrais tout simplement encourager les Togolais pour leur dire, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire ici qui va les décourager. À ça, attention. Pas de découragement. On doit toujours continuer. C'est notre pays. Nous devons aider notre pays. Et je ne le dis pas non plus pour qu'on sorte demain pour dire ah oui, ceci, on va aller casser, on va aller insulter. Je n'aime pas ça. On a tout simplement tiré l'attention du gouvernement, du chef de l'État sur ce qui se passe. Et je profite finalement pour souhaiter une bonne fin d'année et bonne année qui va venir dans une semaine à tout le monde, à tous les Togolais, au gouvernement, au chef de l'État, à nos députés, à tous ceux qui sont dans ce pays, tous les responsables. À vous, nos journalistes, je vous souhaite une bonne santé et encore du courage pour le travail que vous êtes en train de faire. Et nous serons toujours là pour nous aider, pas des idées, pour développer notre nation. Ça me fait mal quand je suis à l'extérieur et j'apprends quelqu'un qui insulte nos autorités, qui dit des bêtises. Et nous-mêmes, les partis politiques, on s'insulte. Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Il faut qu'à partir de 2023, là, que ça s'arrête et que ça change. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Laté-Lonson. Je rappelle que vous étiez notre invité aujourd'hui. Vous êtes le premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo. Bon, c'est vrai que vous n'aimez pas cette casquette dans cette émission. Premier secrétaire général du Comité togolais pour la survie de la démocratie. Merci beaucoup. Jean-Claude, merci. Je voulais qu'on interpelle les auditeurs, les Togolais sur les cas d'accident. Il y en a eu trop. C'est 18 jours passés. En tout cas, c'était de trop. Non, on va continuer par le faire. Je crois que la dernière fois que nous étions ici, nous avons invité les usagers de la route à beaucoup plus de prudence, à éviter surtout de conduire en état d'ébriété. Donc nous réitérons également encore une fois cet appel-là. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Voilà, le site d'information Republic of Togo qui nous informe que ces 18 derniers jours, 403 accidents se sont produits avec 46 morts et plus de 900 blessés. Je crois que c'est trop grave ça. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis où que vous vous trouvez en ce moment. Merci à Roger Telou pour la mise en onde. Mathieu Mozo, c'est mon au revoir. Maintenant, c'est la pub. La pub. Et le retour des Scods juste après. Le projet Femmes handicapées en action pour l'inclusion au Togo FET, initié par la Profeto, Association pour la promotion de la femme handicapée au Togo, est financé par BMZ et CBM. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la femme handicapée, de la mère d'enfants handicapés au Togo. À cet effet, au moins 150 groupes d'épargne et de crédit ont été créés dans 37 cantons des préfectures de Zio, des Lacs, de Yoto, de Vaud, de Kloto et du Hahou. C'est ainsi que depuis novembre 2019, au moins 1971 de ces femmes participent aux activités et avec les services dont elles bénéficient au sein des GEC, elles mènent des AGR, acquièrent l'indépendance financière et s'épanouissent au sein de leur communauté. Pour rendre cette activité durable, des plaidoyers sont menés à l'endroit des autorités dans le cadre de ce projet afin que les besoins spécifiques de ces femmes soient pris en compte dans les instruments juridiques de protection de la femme en vigueur à l'échelle nationale.
Hey, hallo, e bala kan nya bongo no ko mbote. Mansama, tora mboza yo ne wili. Chonana, adono ga bango ko kunyala sweto. Nyin fofo ga bango ne nson nya boalem. Male, baby garde mon son mi bialem. Punyo so botono njami. Baby garde. Gan fofo ngono se kunyo so botono njami. Baby garde, kadanyam nandende we ngbano vitamin A, C ne E. Bede nyam namba mbasone no punyo so bia tono tam. Ye njazi nyabo dono we jami no kusuri pedele. Ya, baby garde fofo. Nenson kelem. Ko hulu jami role. Kello so son. Kunyo so robia tono jami. Baby garde fofo danyam yeken nso poalem nendele ko nguyim. Baby garde. Ngobo boso nyabwa. Baby garde carrot we, baby garde papaya we. Bebedo gubale. Mandao que no galambe. Zéphyr. Stop la pub. Stop la pub. Zéphyr.